mais on a l'impression que d'un seul coup les choses deviennent bizarres, pas comme d'habitude, on voit que des plans avec les nanas qui marchent toutes ensemble. Ah, intéressant on ce sent plan, un d'ailleurs. truc qui sort de l'ordinaire. Intéressant, je rebondis sur le plan de ces nanas qui marchent avec détermination dans une direction. Elles vont chercher Léa Seydoux, elle vient d'arriver à l'aéroport. Non, elle prend le bus. Sa petite session m'a fait. Elle leur ramène du poulet yassa. Ah, l'école de la vie. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on range les bouteilles de vin de notre épisode 20, on ressort l'abadois et surtout on se calme avec la BA apaisante mais néanmoins mystérieuse d'Atlantique, film de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop qui a décroché Psartek, le grand prix du dernier festival de Cannes. Un film qui porte le nom d'un océan. Intéressant, mais il me semble que ma team avec qui je vais discuter de tout cela aujourd'hui a aussi son idée sur des films au titre à consonance salée. Laissez-moi vous les présenter. Clémence est avec nous aujourd'hui autour de la table. Salut Clémence. Salut. Je suis là pour parler de mon projet de film qui s'appelle Arctique, le premier opus d'une tétralogie intitulée La guerre des phoques. Pour vous pitcher en 2 mots. 6 clans de phoques se livrent une guerre sans merci sous les yeux médusés des ours blancs, ce sous-peuple incapable de nager sans lâcher le bord de la banquise. Qui régnera sur le grand océan Arctique ? La guerre des phoques. Est-ce qu'il y aura des musiques de Arctic Monkeys dedans? Ah oui, j'espère, oui. En plus, c'est un film qui existe déjà, Arctique. Johanna est également là avec nous. Salut Jojo. Salut. Bah écoute, moi je voulais pitcher mon film qui s'appelle Océan Indien. C'est un biopic sur un jeune homme qui s'appelle Christophe. Le film parle de la prise de conscience de la myopie qui frappe beaucoup de gens de nos jours. À la trentaine, c'est terrible. Ouais, j'aime bien aussi quand c'est social, c'est pour ça. D'accord. Alors ce jeune homme réussit à se faire subventionner par l'État pour une grande exploration pour découvrir les Indes, mais malheureusement à cause de sa myopie, il inverse la carte et il se trompe de direction. Mais heureusement, il a emporté des couvertures avec lui. Ah, sympa avec le typhus. Pas mal. Un film sponsorisé par Optique 2000. Optique 2000. Clément est également là avec nous. Bonjour. Clément, coucou. Alors moi, mon film, c'est pas un océan, c'est une mer. En fait, mon film s'appelle Manche. Et c'est un drame intimiste sur un mec qui essaye d'enfiler un pull. On dirait du Quentin Dupieux. Eh oui. Kevin, vas-tu relever le niveau? Kevin est avec nous. Salut Kevin. Salut tout le monde. Alors moi mon film s'appelle Pacifique et c'est la quête gastronomique d'une jeune mouette à la recherche du poisson perdu de l'océan Pacifique pour pouvoir nourrir sa tribu de mouettes affamées à la suite de l'invasion des goélands. Donc un film pacifique que ça. Voilà. Oh là là. Ok. Oh merde. Allez, comme d'habitude, un bel océan de conneries, toutes ces présentations. On va passer au sommaire. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, pour cet épisode, nous passons à quelque chose de plus calme, de plus doux. Passons pour cela au travail d'une femme, avec la BA du film franco-belgo-sénégalais Atlantique, le grand prix du festival de Cannes. Un film de Mati Diop qui du coup ne devrait pas piquer les yeux et éviter les nœuds. J'aime rire. Voilà. Celle-là, elle est faite, elle est barrée. Cela nous permettra de laisser de côté la grosse machine hollywoodienne et de traverser ce fameux océan Atlantique pour aborder le cinéma africain d'aujourd'hui. De plus, Mati Diop étant la première réalisatrice de notre émission, quoi de plus normal que de mettre les femmes à l'honneur et les femmes cinéastes dans cet épisode? Qui sont-elles? Que font-elles? Qu'ont-elles fait? Et surtout, comment jouent-elles des coudes aujourd'hui pour exister dans ce monde d'hommes? On tentera d'y répondre.
on débattra selon nos goûts et nos connaissances. Et en deuxième partie d'émission, alors là, fini la féminité, place à la testostérone, au sang, aux muscles et à la violence gratuite avec le match retour de Rambo Last Blood que nous avons depuis vu et dont on vous donnera notre avis en comparant sa BA démontée dans l'épisode précédent. Voilà, ce programme vous convient-il ? Oui. Ouais, ça va. Alors prenons les flots et on vogue vers la BA de la semaine. Atlantique, nous voilà ! C'est parti. Nga ni da nga war a marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanamu yàlla. Mariam man dama bëgg Souleymane. 3 mois fay ñu ko xam naa ne 4e mois fay ñu wala dem léegi xamu mag la. Sànq ba léegi maa lay gis lan la. bàyyi ma guddi rek bàyyi ma guddi maa ngi dem. Ada xale góor yi dem na. lan. xale góor yi dem nañ géej. jël nañu gaal Souleymane Cheikh ñoom ñëpp dem nañ. Inspecteur Issa Diop, il va charger de l'enquête. Souleymane ñu nekk di ko seet crime bu mu def te danga ko nekk di jàppale li nga def lu rëy la. dafa dem géej depuis une semaine. non demul géej démb ci ay boori 22h gis nañ ko. Souleymane bu fi. lii la démb si guddi am na lu ma yëg sama yaram. Souleymane la man xam naa ne moom la sentir naa ko. Ah, je suis tout mouillé. T'as une serviette ? Vous avez une serviette ? Je suis tout trempé par cette BA Atlantique, le reflux, les vagues, la mer, le sable, ouh là là. Mais avant de passer à notre démontage de BA comme dans chaque épisode, j'aimerais qu'on fasse appel à notre ordinateur qui nous a compté les plans de cette BA et dont on se fera une moyenne tous ensemble. Et le calculateur, c'est à toi. C'est moi, c'est moi. Bonjour les amis. Bonjour. Salut El Calculator. Dans Atlantique, il y a 47 plans en 1 minute 56, soit 0,3 plans par seconde. Il s'agit du nombre le plus bas de plans jusque-là dans l'émission. En effet. Eh bien. Sûrement un gage de qualité. Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai qu'il donne son avis maintenant. Oui, je l'ai reprogrammé pour qu'il participe un peu plus au débat. J'aime bien quand il est là, moi, le calculateur, il participe un peu. Un film qui devrait faire des vagues. Ah ah ah. Allez, tu l'éteins. Insupportable ces blagues-là. Ces blagues, ces jeux de mots incroyables. On dirait presque Clément. C'est fou. Hein ouais, c'est incroyable. Ouais, je l'ai éteint, pardon. Donc, la BA de la semaine Atlantique de Mati Diop, on va l'attaquer tout de suite. La BA s'ouvre sur un champ contre champ coupé par le passage d'un train entre une jeune femme et un homme qui est jeune aussi. Les deux sont jeunes. Oui, ils ont l'air assez jeunes, du genre 15 ou 16 ans. Ça m'a rappelé un peu la scène de rencontre de Roméo plus Juliette à travers l'aquarium. Ouais. Sauf que là, l'aquarium, c'est un train et il y a de la poussière et tout. En fait, ça n'a rien à voir. La dure réalité. Donc, on semblerait partir peut-être déjà sur une histoire d'amour, non ? Rien qu'avec ce plan, ça vous donne Absolument. pas cette idée-là ? Ah bah oui, et on a le prénom du gars, c'est Souleymane. Ah oui, elle l'appelle, ouais. Qu'elle l'appelle. Et du coup, avec ce train qui passe, on sait que dès le début, ils vont être séparés. Mise en scène. Quelle analyse. L'analyse dès le premier plan. Et le train, symbole du voyage, donc annonce du départ. Exact. Ouais, voilà, on parle cinéma, nous. Oh là là. C'est trop puissant. Vous m'épatez, les gars. J'ai même pas envie de continuer sur la BA. Je pense qu'on a déjà toutes les réponses. Parce qu'après, ça ne peut que déraper. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui sera séparé par un train. Il prend tout au premier degré. En fait, ils ont un projet, c'est de faire un train qui traverse l'Atlantique. Et ce projet va les séparer. En fait, c'est le transperce-neige, mais Atlantique. Mais dans l'eau. Ouais. Le transperce glouglou. J'en peux plus. Ensuite, on continue dans la BA. Tout de suite après, la tranquillité d'une vague, la mer, l'océan.
Alors moi, ces rouleaux me font penser à Brise de Nice à chaque fois, mais c'est totalement hors de propos. C'était mais pas ma mère. ça me fait penser à Brise de Nice. Il est peut-être dans le film. Hein. Je m'attends à le voir surgir. Et justement, ce qu'on voit surgir là, Clémence, sur cette image de mer, c'est que le film a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes. Belle distinction, n'est-ce pas? Absolument. Mais qu'est-ce que le Grand Prix? Eh bien, c'est le 2e prix derrière la Palme d'Or. Voilà, pour vulgariser un peu tout bêtement, en fait, c'est la médaille d'argent du Festival de Cannes. C'est-à-dire qu'elle était à ça de la Palme d'Or, sauf qu'il y avait un petit parasite coréen, un petit parasite, bien joué, un petit parasite qui s'est interposé et qui l'a prise à sa place. Mais le Grand Prix, c'est un titre très honorable. Et ce qui donne déjà très envie de voir le film. Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est la différence entre le prix du jury et le Grand Prix. Bah, c'est vraiment ça, c'est que le Grand Prix, c'est vraiment genre le deuxième, la médaille d'argent, deuxième prix en termes de hiérarchie. Prix du jury, c'est genre le coup de cœur du jury, c'est genre le 3e. C'est genre prix. le film qui est pas dans les prix, mais que le jury veut quand même souligner. D'accord, c'est une mention. C'est une mention spéciale. Ok. Je voulais juste du coup signaler, vu que tu parlais du prix du film, que c'est la première fois qu'une réalisatrice africaine gagne ce prix. Le Grand Prix du jury à Cannes. Et est-ce que c'est pas la première fois et même qu'un Africain tout court gagne un prix à Cannes? Non, une réalisatrice, c'est la première fois, mais c'est pas la première fois qu'un film africain remporte un prix à Cannes. Okay. En tout cas, beau gage de qualité, ce qui vous donne déjà peut-être envie de voir le film. Absolument. Mais continuons dans l'histoire qu'on va s'imaginer avec cette BA. On va poser un petit fond social là. Dans la BA, tout de suite, on apprend que ce Souleymane qu'on voit en début de BA est un ouvrier et qu'il a l'air de travailler sur des chantiers de construction. Et que le fonds social, justement, quel est-il Ah bah il est pas payé. Ils sont pas payés. Ouais. Depuis 3 mois. 3 mois, 3 mois sans être payé, chaud la vie. On voit le côté franco du franco-sénégalais. Mais du coup, fonds social avant aussi, parce que dans le dialogue d'avant, donc elle dit, je sais pas, quelqu'un de sa famille, ça a l'air d'être sa sœur ou sa tante, je sais pas trop, lui dit tu dois te marier avec Omar, et elle dit mais j'aime Souleymane, donc c'est déjà un premier fonds social, c'est les mariages arrangés. Tout à fait vrai. vrai. Oui, c'est vrai mais oui, il ne faut pas oublier ça. Je voulais en arriver plus tard dans la BA parce que c'est vrai qu'on aura aussi des scènes de ce mariage arrangé. Fonds social et religieux sûrement. Tu crois? Non, c'est pas un truc inhérent à la religion. Il y a plein d'ethnies en Afrique qui sont pas de la même religion. Elles sont toutes mais voilées, qui pratiquent des dans la BA. Ouais, après le Sénégal, celle qui lui dit ça notamment, elle est voilée. Ouais. Après le Sénégal, c'est très à la fois chrétien et musulman. Donc on est au Sénégal. Toi, tu l'as perçu déjà. On est au Sénégal, ouais. Mais à cause de la langue, ils parlent en wolof. Oui, puis on voit une grande tour à un moment donné, donc on doit être à Dakar, je pense. Non, on est à côté de Dakar, dans une banlieue, wesh. Spécialiste géo, c'est notre Jojo. Et ouais, au Vietnam, on était très à cheval sur la géographie. Ouais, mais oui, du coup, c'est la langue, c'est le Wolof qui parle. Ah, on continue dans la BA et selon une voix off, Souleymane ne fait que regarder l'océan. C'est ce qu'on entend en voix off, donc je sais pas qui parle. Bah c'est la fille, c'est l'héroïne qui lui dit ça. Oui. Ouais, parce qu'en fait c'est le moment de la BA qui développe pas mal leur idylle, qui donc du coup on comprend est un peu caché contre l'idée de ce mariage qui à elle lui est imposée. Et donc on les voit un peu passer du temps ensemble dans la tendresse et il y a effectivement cette voix et c'est elle qui lui dit ça, qui lui dit tu regardes toujours vers l'océan. On va comprendre un peu après dans la BA pourquoi il regarde vers l'océan. Voilà, c'était ma question, mais que regarde-t-il? Léomar. L'horizon, le lointain, il veut partir. Oui, c'est ça. On pense que c'est quelqu'un qui veut aller en Europe. Après, c'est pas dit explicitement, mais vu la suite. Vu la suite, pas de spoiler. On change de décor dans la BA. On arrive dans une boîte de nuit. Enfin, ce que j'ai supposé être une boîte de nuit parce que y a énormément de lasers. Ouais, ça a l'air. Une petite ambiance nocturne, une petite musique sympatoche. Et il y a une femme qui vient dire à Ada, justement, qu'il a regardé l'océan et puis finalement il a décidé de se lancer et qu'ils sont partis. Les hommes sont partis, les hommes ont pris la mer. À plusieurs, ouais. En pirogue. Donc là, clairement, contexte politico-social, clairement assumé dans le film et je pense que c'est aussi ce qui a marché dans l'impact. C'est Inaritu, le président du jury, donc voilà, je pense que clairement ça l'a touché. Oui, on sait qu'il aime bien les pirogues, il a une collection chez lui. Mais ce qui va provoquer la tristesse de d'Ada, parce qu'on apprend qu'elle s'appelle Ada, la jeune héroïne à ce moment-là. Donc Ada et Souleymane. Et on comprend surtout qu'elle n'était pas au courant qu'il allait partir parce qu'on voit qu'ils se sont donné rendez-vous ce soir-là. Elle lui dit attends, on fera ça ce soir. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils feront Suspense. Et en fait, le soir même, c'est là où il y a la soirée et c'est là qu'elle apprend qu'ils sont partis. Et on voit sa surprise. Après, je me dis que c'est peut-être pas le même soir. Parce que c'est l'effet bande-annonce aussi qui fait qu'on fait l'association d'idées dans notre tête. Mais en tout cas, ça nous fait penser ça. C'est ça.
Mais en tout cas, qu'ils avaient un rendez-vous nocturne. Peut-être qu'ils se retrouvaient dans cette boîte. Peut-être qu'ils s'y retrouveront plusieurs fois dans le film. Et que cette fois-là, il n'est pas là parce qu'il est parti. Pour aller dans ton sens, l'affiche du film, c'est justement une scène dans la boîte de nuit. Donc je pense que ça doit être un endroit important. Et ouais, justement, on parlait du côté social. Je pense que ça révèle un autre aspect social. Ça montre quand même une rupture. C'est qu'on voyait un cadre familial, des gens assez jeunes qui travaillaient, donc elle qui a son idylle et tout. Et là, on découvre une jeunesse qui fait la fête, quoi. Donc on sait qu'on va pas être dans le truc misérabiliste on est dans des quartiers populaires et tout. On va voir aussi une jeunesse qui s'amuse et qui a des rêves, quoi. Et une jeunesse qui avait l'air de braver les interdits, mais qui malheureusement, la fatalité va venir sonner à sa porte, à cette Ada, parce qu'ensuite on a la scène de mariage dans la BA. Comme si en fait elle acceptait son sort à la suite du départ de Suleiman. Enfin, c'est ce que j'imagine. Elle n'a pas le choix, vous. surtout. On peut imaginer qu'il y a du temps qui a passé et qu'il n'est pas revenu. Celui qui est Suleiman n'est pas revenu et que du coup, elle est obligée de se marier avec Omar. C'est un peu comme dans les parapluies de Cherbourg. Je crois que ça va chanter. J'ai pas la ref. Dans les parapluies de Cherbourg, c'est ça, le gars se barre et elle se marie avec un autre. Okay. C'est trop triste. Et est-ce qu'on voit explicitement que c'est elle qui se marie? Ça, c'est passé super vite. Je sais non, pas on voit pas. Non, j'avoue qu'on voit pas. Et parce que c'est peut-être pas son mariage, en fait. Bah, on est sur un mariage traditionnel où la femme est recouverte d'un voile. Ouais. Donc après, je t'avoue que j'y connais rien sur ces mariages sénégalais. Donc ouais, elle est totalement recouverte d'un voile noir, donc difficile à dire. Mais si on fait le lien directement, nous, sans se poser trop de questions par rapport à la BA, je pense que c'est elle. Ouais. Est-ce que c'est un mariage ou est-ce que c'est des funérailles du coup? Aussi, ouais, c'est possible. Ah ouais? Ça pourrait. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je crois qu'on voit beaucoup de femmes. Voilà, on voit pas d'hommes au fait dans cette scène. Il y a uniquement des femmes. Donc en effet, ça peut être soit des femmes qui pleurent leurs hommes qui sont partis, soit ça peut être une scène de mariage parce que il y a beaucoup de rites de mariage différents dans les pays. Mais c'est vrai qu'il y en a où les femmes sont séparées des hommes jusqu'à ce que l'union se fasse, quoi. Et c'est vrai que la BA est bien faite parce que, pour rebondir sur ce que tu dis, Johanna, c'est qu'à ce moment-là, quand on dit que les hommes sont partis, on les voit plus trop dans la bande-annonce. Exact. Il y en a juste un qu'on va voir vraiment et qui va être introduit. C'est un enquêteur qui va être appelé à enquêter sur un incendie parce qu'à la suite de ce mariage, ou peut-être pendant ce mariage, c'est peut-être aussi ce qui va empêcher ce mariage-là dans le film. On peut imaginer ça aussi, que finalement on ne va pas se marier parce qu'il y aura un incendie. On voit qu'il y a un incendie et apparemment un incendie criminel parce qu'il y a un inspecteur qui est convoqué et qui va ouvrir une enquête. Et qui est super jeune aussi, je trouve. C'est marrant. Super jeune. Ils font tout. Ouais, je trouve qu'il fait jeune. Mais c'est pas justement le chantier qui a pris feu? C'est pas justement les hommes qui ont mis feu au chantier avant de partir? Ah oui, genre pour contester un peu. C'est pour ça que je pense qu'il dit que Suleiman il est lié justement à ça, parce qu'il n'est pas accusé lui seul, je crois. Il dit qu'il est lié en fait à l'incendie. Il est suspect. Est-ce que comme ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas mis le feu au truc? Ouais, mais je pense que c'est un peu ça. Et après, ils se sont dit, qu'à cela ne tienne, on se casse maintenant, tu vois. Ok, on essaye de mettre un peu les pièces du puzzle en place. On aurait cette histoire d'amour qui ne peut pas se produire. Suleiman d'à côté qui, lui, tente de gagner sa vie en faisant tous ses travaux, en construisant ce building. Enfin, ils sont sur un gros chantier, on a l'impression. Finalement, ils ne sont pas payés depuis 3 mois. En plus, cet argent permet de subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, non. Donc, par pur ras-le-bol et par mécontentement et protestation aussi, ils vont foutre le feu au chantier et se tirer. Ouais, ça me paraît plausible. Je pense que c'est ça. Et du coup, mettre fin à cette histoire d'amour. D'accord, on n'est pas sur quelque chose... c'est intéressant parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on a d'une part un truc un peu tragique d'amour, mais en fait le personnage de Suleiman préfère prendre les choses en main par rapport à sa propre condition et il sacrifie en fait son amour pour se barrer et par révolte. Il y a un choix quand même qui est assez fort, quoi. Après peut-être qu'il le sacrifie pas vraiment, peut-être justement il veut partir en Europe pour gagner de l'argent pour pouvoir après subvenir aux besoins d'Ada plus tard, tu vois. Peut-être que c'est pas vraiment un départ définitif dans sa tête. Enfin, on sait pas trop encore dans la bande-annonce. C'est assez mystérieux, mine de rien, on voit pas trop tout. C'est un peu risqué s'il l'a pas prévenu. Ouais, je sais. Et c'est vrai qu'on n'a pas appliqué la présomption d'innocence parce que là, on est déjà en train de mettre Suleiman coupable de cet incendie, mais ça se trouve, c'est pas lui. Mais en tout cas. Peut-être qu'il a été contraint aussi de partir ce soir-là à cause de cet incendie, qu'il n'avait pas forcément prévu de partir ce jour-là et ça s'est pas passé comme prévu. Donc ils ont dû prendre la mer plutôt que prévu. Ce qui expliquerait qu'il n'ait pas prévenu sa copine. Exactement. On se rapproche de quelque chose. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir du suspense. Si ça se trouve, même quand on va voir le film, il y aura du suspense à ce niveau-là, quoi. Peut-être. Et puis en plus, elle est aussi suspectée, elle, de complicité, alors que en fait, elle n'a plus
pas du tout idée de où est Suleiman et où sont aussi les autres hommes, parce que c'est pas le seul à être parti. Elle a pas l'air d'être au courant. Non. Mais par contre, plus tard dans la BA, elle va affirmer que Suleiman est de retour. Et là, ce qui m'a interrogé... On lui dit, non Non, c'est quelqu'un lui dit, non? Elle est à un café avec... Oui, mais avant... Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment, il y a quelqu'un, je sais pas si c'est l'enquêteur ou quelqu'un d'autre, qui dit que Suleiman est suspecté, et elle dit bah non, elle proteste, parti, et on lui répond mais il a été vu à 22h à tel endroit. C'est le flic qui lui dit. Ouais. Et alors qu'elle, elle disait il est pas là. Non, enfin, c'est impossible, ils ont pris la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la version Isabelle Huppert. Qui prend l'homme. Et là, on a clairement... peut-être, enfin je le pressens comme ça, vous me direz vous ce que vous en pensez, une bascule dans la bande-annonce. Je suis d'accord avec ta présomption. Est-ce qu'on serait pas sur un film fantastique, parce que histoire de fantôme là, direct, non? On en a fantôme, je sais pas, mais en tout cas fantastique. Pourquoi? Je m'explique. Car elle affirme que Suleiman est de retour et elle crée l'étonnement chez son ami. C'est son interlocutrice. Son ami qui fait mais non, enfin bah non, tu c'est me pas remplis possible. d'étonnement. Mais c'est surtout qu'on a l'impression d'un dérèglement en fait. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit parti ou si c'est le mariage ou l'incendie, si tout ça est lié ou pas. Mais on a l'impression que d'un seul coup les choses deviennent bizarres, pas comme d'habitude. On voit que des plans avec les nanas qui marchent toutes ensemble. Ah, intéressant, on sent un truc qui sort de l'ordinaire. Non mais oui, fantastique, et en même temps on n'a pas de preuves dans la bande-annonce qui est vraiment des fantômes. Oui, mais il y a quand même beaucoup de plans qui ont l'air oniriques et de plans de réveil. Oui, c'est vrai. De Ada qui se réveille et qui dit il s'est passé, comment elle est formule, il s'est passé quelque chose cette nuit. Quelqu'un s'est emparé de moi. Quelque chose s'est emparé de moi cette nuit. Oui, donc là clairement possession quand même. Hein. Ouais. Possession. Ouais. Là, je mets direct le mot. On est sur je lâche possession. les mots. Je sais pas, mais peut-être truc un peu mystique où elle a revécu des moments sensoriels avec son homme dans son sommeil. Ah, frustration sexuelle peut-être. Oui, fait d'un mauvais mariage. Rêve blanc. Ouvrons les débats. Psychologie de comptoir a fait ABA. Moi, je pense que clairement, il y a évidemment un gros problème d'abandon à l'enfance. Certainement un problème avec l'oncle. Non, mais après, tu peux faire un film de hantise sans qu'il y ait de fantômes. Moi, je crois que c'est un film de hantise. Je pense tu que... dis hantise, toi? Ouais. On dit hantise? Ouais. Pour moi, la hantise, c'est quand t'as peur de quelque chose. On est d'accord. Pour moi, hantise, c'est le fait d'être hanté. Ouais. Ben, je sais pas. On dit possession. Je suis pas sûre. Excuse-moi. Non, posséder, c'est le fait d'être possession, c'est le fait d'être possédé, ce qui On n'est pas s'en bat pareil. un peu les couilles. Non, parce que hantise, je suis d'accord avec Clémence. C'est le fait. Et ben, on va regarder son dictionnaire plus tard. Alors, on passe au débat grammatical du jour. Après, flagorné. Je crois que clairement, en fait, Ada et puis les habitants du village, ils sont hantés par le départ de ces personnes qui sont plus là, mais qui sont très présentes du coup parce qu'ils ne sont plus là. Ah. Et voilà, c'est ce que les vagues les ramènent, voilà. comme dirait. On était beaucoup trop premier degré. Effectivement, ils sont forcément hantés. Il y a fantômes dans ce sens-là. C'est pas des fantômes intéressant. peut-être. Kevin, oui. Je me permets justement de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très intéressant. Il faut savoir, non mais Mati Diop en fait est une réalisatrice franco-sénégalaise qui a déjà réalisé un court-métrage qui s'appelle Atlantique. Alors Atlantique au pluriel. Avec un S, ouais. Au pluriel pour le coup. Et en fait, Atlantique au singulier n'est que le prolongement de ce court-métrage. Et elle s'était exprimée en 2009 en disant qu'elle avait le sentiment que les hommes dont elle recueillait la parole étaient déjà partis. J'ouvre les guillemets. Elle disait « Je trouvais qu'il régnait une atmosphère très fantomatique à Dakar et il me devenait impossible de contempler l'océan sans penser à tous ces jeunes qui avaient disparu. Pour moi, faire un film n'est pas simplement raconter une histoire, c'est avant tout trouver une forme à une histoire. » Cette réponse avait été formulée suite à la question « Est-ce que c'est un film de fantômes ?» Donc, quand tu parles de l'omniprésence de la pensée et que la hantise se fait plus par la pensée que par vraiment le côté surnaturel de la chose, tu tiens quelque chose. Et je tenais à te remettre ce diplôme. Merci, mais je suis super content parce que j'ai toujours voulu cette récompense. Et je pense aussi que tu as plus symboliquement les fantômes de la société sénégalaise, quoi. C'est-à-dire dans tous les thèmes sociaux qui vont être abordés, c'est-à-dire le mariage forcé, la position des femmes, des jeunes femmes, de la jeunesse, des jeunes travailleurs. J'ai l'impression que ça va un peu aborder tout ça. Donc, film social, film fantastique. Mais de femmes. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais on est d'accord que du coup, les gars qui sont partis en pirogue, en fait, c'est des migrants. Ils sont a priori partis pour un autre pays ou pour faire leur vie ailleurs. Enfin, on l'a dit à moitié, mais on n'a pas posé le mot. Là, la question, justement, c'est un peu ce qu'on s'était posé comme question. Est-ce qu'ils sont partis justement dans ce mouvement migratoire ou bien est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils ont fui l'incendie? Peut-être qu'ils ont migré en fuyant. Peut-être que c'est les deux en même temps, en fait. Ouais. En même temps, tu peux pas faire un incendie dans un océan.
Ah, C'est si. difficile. À part si tu. Peut-être qu'en fait, c'est tous des pyromanes et ils sont en cure de désintox. Les pyromanes en pirogue. Ils partent. Très bon titre. Les pyrogmanes. Terminons la BA. Le titre apparaît dans une police très light, très belle, un petit bleu pastel, bleu-vert, très joli. Et là, on a justement aussi ce côté surnaturel ou onirique. Enfin, en tout cas, ça jongle entre les deux. La scène de baiser. La scène de baiser où on voit clairement Suleiman couché. Comment dire couché Allongé sur son lit. À l'horizontale. Allongé sur le dos. J'ai cherché le mot couché, quoi. C'est très très grave. Donc couché, et Ada qui se penche pour l'embrasser. Et ensuite, cut dans la BA. Bim, elle se réveille en sursaut un matin. Cauchemar, fantastique, surnaturel. Ça a pas l'air Ada d'être un Sadako. cauchemar. Hein. Quoi ? T'as dit quoi ? Ada Sadako, parce qu'avec ses cheveux, ça me fait trop penser à Sadako dans Ringo. The Ring. Oui, bah oui. Enfin bref, ça me fait penser à un fantôme japonais avec ses grands cheveux noirs. Voilà. Mais pourquoi se réveille-t-elle comme ça ? Elle a envie de faire pipi ? Ou bien j'imaginais peut-être que Ada, là, elle vient de se réveiller parce qu'elle a eu l'idée fantastique de monter sa propre boîte de location de voiture. Ah, les rires. Les rires gênés. Non, mais blague à part, quel film peut-on se faire à partir de tout cela ? On est sur du surnaturel, du social. On est sur un film d'amour. Est-ce qu'on touche juste ou est-ce qu'on barre totalement en steak ? Je pense qu'on est sur un film émotionnel. Sensitif. Tu te mouilles pas trop en disant ça. Je pense que ce film va provoquer de Attends, l'émotion. il y a des films qui provoquent pas d'émotion et qui sont pas émotionnels. Hein, Clint Eastwood. Non mais ça va être contemplatif, oui, clairement. Après, est-ce qu'il y aura une manifestation claire des fantômes ou est-ce que ce sera juste pendant qu'elle dort ? Est-ce que les fantômes, ce sera les vagues ? Je ne sais pas comment ça va être traité, mais on va être sur le sujet, oui, du départ et du manque et de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un, le sujet de la disparition, voilà. Mais je suis pas sûr qu'ils reviennent concrètement, les gens. Ça va pas être les revenants, à mon avis. Mais c'est vrai que la mer, c'est une bonne symbolique, la mer ou l'océan, parce qu'avec les marées, le mouvement des marées, le reflux, etc., c'est quelque chose qui s'en va et qui revient. Et... C'est fait de tout petit rien. Voilà. Et est-ce que ça vous donne envie de le voir, surtout ce film ? Vas-y, Clément. J'ai totalement envie, ça a l'air ultra mystérieux, donc ça me plaît, comme je l'ai déjà dit. Ça mêlé au côté social, mais sans le pathos. Je suis très curieux en fait de voir ce film et voir ce que ça raconte. Moi, ça me fait penser à Beautiful. Ça m'étonne pas trop que Inaritu ait aimé le film parce que Beautiful, c'était aussi un mélange de la misère sociale. Alors là, c'était en Espagne et d'une histoire de fantôme, de quelqu'un qui pouvait voir les esprits, notamment dans les miroirs et tout. Et ouais, très hypé, très envie de le voir. Clémence, es-tu hypée par cette bande-annonce ? Ben écoute, oui. J'avais pas trop fait attention à ce film. C'est vous qui avez attiré mon attention dessus pour cette émission. Et ça me donne envie. Kevin ? Moi aussi j'ai envie, je suis curieux de le voir. En plus c'est le genre de film vers lequel je serais pas allé de moi-même en fait, parce que ça, tu sais, c'est un peu une aura de film d'auteur que des fois je trouve un peu chiant parce que je suis un peu un con, tu vois. Mais non, mais ça a l'air intéressant et ouais, je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est un peu label MK2 dans le délire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ces bandes annonces qu'on voit au MK2. J'ai cru que t'allais dire c'est un peu La Belle et la Bête. Où va-t-elle ? Et toi, Johanna, as-tu envie de voir ce film par cette bande-annonce ? Écoute beaucoup parce que j'ai l'impression que ce film est à la croisée des chemins entre un peu film d'auteur européen, on va dire. Je sais pas si je peux vraiment dire ça comme ça. Et des thématiques qui sont assez inhérentes aux films africains, mais pas du tout dans la forme qu'on connaît des films africains. Effectivement, la thématique des fantômes, des thèmes sociaux et tout sont dans énormément de films africains, c'est même très souvent au centre. Mais là, j'ai l'impression que la forme va nous proposer quelque chose de différent et de poétique. Et je suis complètement hypée. J'ai l'impression qu'un peu le métissage des cultures de Mati Diop va transparaître dans ce film, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis d'accord avec vous, moi aussi ça me donne vachement envie en fait cette bande-annonce. Donc Atlantique, c'est donc le premier long métrage de la réalisatrice Mati Diop qui est d'origine sénégalaise et française, ce qui peut-être peut expliquer ce mélange de culture dans le film, enfin du moins ton ressenti, Johanna. Et pour son premier film, en tout cas, elle a attrapé le Grand Prix au Festival de Cannes et ça, total respect, car le Grand Prix, en gros, on l'a dit, c'est la médaille d'argent.
C'est vraiment une superbe place dans ce prestigieux concours. Et cette reconnaissance, elle fait part belle au cinéma africain. Et je vous propose du coup que l'on pose nos micros dans cette contrée sauvage et mystérieuse. L'Afrique. Voilà, en petite référence à notre épisode du Roi Lion que je vous conseille d'aller écouter. Allons poser nos micros dans cette contrée-là afin d'évoquer ce qu'est le cinéma africain aujourd'hui et quelle place il a dans le panel international. Et pour cela, je vais devoir révéler une chose. Non, Johanna. Car Johanna va être notre guide. Peut-être vous l'aurez compris à son accent. Mais Johanna n'est pas vraiment du Vietnam. Non. si. Si, je le jure. Dans ce cas-là, c'est ton village qui s'appelle Vietnam. Alors, on peut le dire maintenant, tu es clairement africaine, Johanna. Ah bon? Oui, tu nous viens de cette contrée mystérieuse et sauvage qui est la Côte d'Ivoire. Donc Johanna est notamment aussi réalisatrice et puis tu es aussi une femme. Donc je trouve que tu es la mieux placée pour nous faire découvrir ce cinéma africain qui peut-être est un peu méprisé internationalement. En tout cas méconnu. Ouais, plus méconnu que méprisé, je dirais. Ah, ça dépend, je sais pas. Non, mais comment se place aujourd'hui le cinéma africain, notamment on va dire dans ces grandes compétitions internationales qui permettent justement de mettre l'accent sur toutes les cultures du monde et de cinéma. Le cinéma africain, en date importante du cinéma africain par exemple. Y a un truc qui est très mystérieux, du coup tu me demandais les films... La position des films africains aujourd'hui, c'est que quand on retourne dans le passé, il y a eu quand même une espèce d'âge d'or du cinéma africain, avec beaucoup de réalisateurs qui ont fait l'IDEC, donc c'était l'ancien nom de la FEMIS, qui proposaient des films un peu sociaux d'auteurs qui étaient bien foutus et qui ont fait clairement l'enfance d'une génération. Le réalisateur qui m'a donné envie de faire des films s'appelle Henri Duparc. C'est un réalisateur ivoirien qui a fait des films qui sont cultes, pas qu'en Côte d'Ivoire, qui ont traversé pas mal les frontières. Et cette vague de cinéastes s'est mystérieusement arrêtée. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a eu une baisse d'intérêt il y a eu moins de réalisateurs, tout simplement, qui passaient les frontières. Et depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour le cinéma africain avec des réalisateurs comme Philippe Lacotte, par exemple, qui a fait un film qui s'appelle Run. Je crois que tu l'as vu, Clément. Très bon film. Qui était au Festival de Cannes. Attends, je vais te dire exactement ce qu'il a remporté. Il a eu le prix... Il a eu la Caméra d'Or à un certain regard en 2014 à Cannes. Il y a eu Félicité d'Alain Gomis qui a remporté les Talons d'Or. Donc les Talons d'Or, c'est le prix ultime du Festival du film africain qui s'appelle le FESPACO, qui est le plus grand rendez-vous du cinéma africain, de cinéma et séries. Et donc les séries africaines, les films sont récompensés. Il a eu également l'Ours d'Argent aussi en 2017. À Berlin. À Berlin. Il y a Rafiki récemment, peut-être que ça vous parle. Oui, Rafiki, oui. Dont la particularité, c'est un film kényan, donc d'une réalisatrice, qui parle d'une histoire d'amour entre deux femmes, ce qui est interdit au Kenya. Donc elle a galéré déjà pour faire son film, et elle a galéré pour le distribuer, vu qu'il était interdit dans son propre pays. Donc il a été diffusé partout à l'étranger, et je crois qu'elle a réussi à obtenir quelques diffusions au Kenya. Mais ça a fait polémique. Et elle a eu des problèmes ensuite à la suite de ça Dans son pays, oui, du coup, parce que ça a forcément divisé. Donc la communauté LGBT ravie que le film existe, et puis une autre partie de la population qui la conspue, quoi. Et je crois qu'elle a été approchée par les studios américains. Je sais plus quel studio, mais elle va faire son deuxième film. Ouais. Aux États-Unis. Ah bah oui, c'est quand même fou de devoir s'exiler pour raconter des choses, quoi. Aujourd'hui, on devrait pouvoir accepter la fiction, quoi. Ouais. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas partout. Et ouais, tout ça pour dire que j'ai l'impression que les films, en tout cas, qui nous parviennent, les films africains qui nous parviennent, en France en tout cas, sont forcément soit des films qui ont eu des prix, soit des films qui sont des coproductions européennes et africaines. Sinon, ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Oui, je pense à Timbuktu, là, en fait, ça me vient tout de suite. Oui, Timbuktu, exactement, qui a eu le César. Ouais. Du meilleur film, d'ailleurs. Je sais. Oui, étranger. Ouais, César. Et qui représentait... Mauritanien, Abderrahmane Sissako. Et justement, pour parler d'Abderrahmane Sissako, il y a un chiffre qui est incroyable, c'est qu'il a fait un film qui s'appelle Bamako, donc, qui date de 2006, qui est une des meilleures entrées de films africains en France.
Et les chiffres, c'est 195 444 entrées. Ouais, donc c'est d'accord. que dalle, quoi. Ouais. Et le film africain qui a eu le plus d'entrées en France, c'est Mon nom est Tsotsi, donc qui est un film sud-africain, si je dis pas de bêtises, Oui. et qui a fait 323 000 entrées, quoi. Bah, d'ailleurs, en parlant de cinéma sud-africain, il y a un cinéaste que beaucoup de personnes connaissent, c'est peut-être qu'ils ne savent pas qu'il est sud-africain, c'est Neil Blomkamp. Oui, qui a fait District 9, qui est un film sud-africain. Oui. Donc il est produit par Afrique du Sud, États-Unis, Australie. Bah, du coup, ce serait pas plus celui-là qui a fait plus d'entrées en France que... Ah, peut-être, ouais, du coup. Peut-être qu'ils ont trié, peut-être qu'ils ont, je sais pas comment C'est ils une ont... coproduction, ouais, je sais pas trop comment. Ouais, c'est ça, je sais pas trop comment ça se calcule. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que si tu fais pas polémique ou si t'as pas gagné de prix, l'Europe s'intéresse pas trop. Et en fait, c'est pas que le cinéma africain. J'ai l'impression que les films sud-américains, c'est un peu pareil. Ouais. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas vraiment en France. En France, s'ils n'ont pas fait parler d'eux, soit par des prix, soit par des polémiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est de la part des distrib, des producteurs et du public, c'est qu'en fait, on a tendance à considérer que c'est loin de nous, donc on va s'y intéresser que s'il y a un certain lien avec ce qu'on voit dans notre actualité. Et Ouais, c'est ça l'argument marketing, en fait. Bien sûr, mais pourtant les films américains, voilà, il y en a beaucoup qui sont loin de notre actualité à nous, entre guillemets. Ouais, mais ça, c'est le... Ouais, c'est la force de frappe américain. Parce qu'on a vécu sous hégémonie culturelle américaine, enfin dans le divertissement en tout cas, depuis très longtemps. Donc maintenant, même des films américains de merde vont avoir plus de chances d'être au cinéma que des bons films africains, par exemple. Moi, j'ai tendance à croire que ça s'ouvre quand même et que petit à petit ça se démocratise, parce que tu prenais l'exemple du cinéma sud-américain, on a quand même de plus en plus de films argentins, brésiliens, on parlait de Bacurao et tout, qui nous parviennent. C'est vrai que c'est souvent le festival de Cannes, et donc pour ça on peut les remercier, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment découvreurs de beaucoup de talents, mais j'ai l'impression quand même que ça s'internationalise et que ça s'ouvre de plus en plus. Ouais, par contre, je me demande si les films qui sont à Cannes ont vraiment une aura aux États-Unis, par exemple, parce qu'en fait nous on a la chance d'avoir Cannes chez nous en France, ça rayonne chez nous parce que après je suis pas certaine que les Américains soient hyper ouverts à d'autres cinémas que le leur, parce qu'ils ont tellement de films déjà eux que je sais pas s'ils vont voir le film étranger et tout. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Clément, parce que tu disais que les films parviennent par Cannes, mais justement quel type de films sont à Cannes? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de chemin avant de tomber sur une pure comédie africaine, ou un film de science-fiction, ou un film de autre SF, que du Blomkamp, quoi. Ouais, c'est ça, que District 9. Et ça me rappelle une remarque que j'ai eue à mon examen de fin d'année de cinéma qui m'a fait marrer, parce que j'avais en face de moi un producteur qui était africain. Je balance pas le pays, ça va créer des polémiques. et en gros, il m'a demandé, tu veux faire quoi comme style de film plus tard? Donc, enfin bref, je donne une réponse. Et il me sort un truc du style ouais, mais tu sais, pour faire des films africains, faut connaître le cinéma africain. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, au fait, un film africain? Est-ce que si demain je fais un film de science-fiction ou un Star Wars et que je suis ivoirienne, c'est un film africain ou pas, où je suis bannie du cinéma africain? Ça se passe comment, quoi? Et en fait, j'ai l'impression que ce gars, pour lui, il y avait des critères. Et j'ai l'impression que c'est aussi l'image que l'Europe a des films africains, c'est que si c'est pas social, si tout de suite on se tape une grosse comédie, genre le Qu'est-ce qu'on en a fait au bon Dieu, je sais pas, ivoirien ou sénégalais, ça va intéresser personne en France, quoi. Ouais. Mais t'as raison, dans le sens, on connaît tellement peu le cinéma de ces pays-là qu'on est obligé de parler de cinéma africain, on parle pas de cinéma sénégalais ou ivoirien, ou voilà. Et c'est vrai que ça, c'est dû à une méconnaissance et aux films qui nous parviennent pas, peut-être aussi qui sont pas tournés. Il y a peut-être peu de films qui sont tournés là-bas. Alors c'est pas vrai du tout, parce que je vais te parler, du coup, si je vous dis Nollywood, ça vous parle ou pas? Oui, mais le Nigeria, c'est très particulier. C'est ça, Nollywood, en gros, c'est le Hollywood africain, on va dire, en particulier nigérian. Donc en gros, il y a une industrie incroyable de films au Nigeria. Bon, après, les chiffres sont un peu particuliers, parce qu'en gros, en moyenne, les films coûtent 12 000 €. Il y a 200 films qui sortent par mois quand même. Et 200 films par 200 mois. films Je crois que c'est la troisième plus grosse industrie derrière Hollywood et Bollywood, ouais. Et les films sont tournés en une semaine, quoi. C'est une semaine de tournage et ça va direct en post-prod. Les gars, ils ont pas le temps. Ils ont pas le time. Et en gros, il y a tout type de films, donc histoire d'amour, films sociaux, films de fantômes et tout. Après, c'est carrément devenu un genre en soi, le film nollywoodien, on va dire, avec ses codes
avec le style de comédien et tout. Oui, un peu comme le film bollywoodien. C'est ça, exactement. Ouais. Ou hollywoodien. Et d'ailleurs, Netflix, qui sont pas bêtes du tout, ils ont un peu posé leur valise au Nigeria. Et si vous cherchez un peu sur Netflix, il y a des films nigérians que vous pouvez trouver, produits par Netflix, du coup, pour beaucoup plus de fric. Quoi. Il y en a un qui s'appelle Lionheart. Donc, ils produisent beaucoup de réalisatrices, d'ailleurs, Netflix, et qui a coûté 3 millions de dollars. Quoi. Donc, rien à voir avec le budget nollywoodien. Donc, c'est des films qui bénéficient de plus de moyens et d'une diffusion un peu plus large, vu qu'ils sont sur Netflix. Donc, je vous invite à aller voir ça. Moi, j'ai vu Road to Yesterday, qui est pas mal, qui était sympa, agréable à regarder. Il y a aussi un qui s'appelle 50 ou La confusion de Nawa. Mais en dehors du Nigeria, ce serait intéressant d'avoir les chiffres de la production en Afrique de l'Ouest, de l'Est. Par exemple, le Burkina Faso fait énormément de films. D'ailleurs, le FESPACO se passe chez eux. Donc, c'est un pays qui a une culture du cinéma et qui concentre beaucoup de films, de réalisateurs et réalisatrices et de tournages. C'est juste que c'est des choses qui vont être distribuées qu'en Afrique. Localement. Et qui mériterait du coup d'être beaucoup plus mis en avant. Parce que c'est vrai que là, tu m'as appris des choses. Vraiment, le FESPACO, je ne connaissais pas. Mais toi, si par exemple, Johanna, pour quelqu'un comme moi, ou peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais qui est très intéressé par le cinéma africain, est-ce que tu aurais des recommandations de premier abord, des films qu'on devrait voir en premier pour se lancer ? Moi, je vous conseillerais du coup des films, pour commencer justement, pour se lancer, des films donc, qui sont un peu plus anciens. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un que tout le monde a vu, mais vous ne savez pas que c'est africain, c'est Les dieux sont tombés sur la tête. Ouais, je pense à celui-là. Qui est génial, film africain. Qui est très drôle d'ailleurs, on parlait de comédie. Drôle, mais mine de rien, ça c'était assez populaire parce qu'effectivement, moi je me souviens, mes parents l'avaient en cassette en fait. J'ai découvert pareil, ça. Donc je pense que plein de gens l'avaient et ont vu ce film. Il y a un film qui s'appelle Yélène de Souleymane Cissé, donc, qui date de 1987 et qui a été prix du jury au Festival de Cannes aussi. Il y a également Timbuktu, donc, qui a eu le César, Un homme qui crie, et la filmographie en général de Mahamat Saleh Haroun. Que j'ai rencontré. Gris, c'est très bien aussi, on l'avait vu. Oui, Gris, qui est sur la danse, un danseur handicapé qui est impliqué dans une histoire de trafic. Vrai, faut pas trop en dire, faut le découvrir. Toute la filmographie d'Henri Duparc, un Bal Poussière qui est un de ses cultes, Rue Princesse. Rue Princesse, tu en avais parlé, oui. C'est ça, le film est devenu tellement culte qu'il a donné le nom à une rue à Abidjan. C'est incroyable ça. Ouais. Et qui est vraiment la rue Princesse. T'imagines ici, t'as une rue, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Pitié, non. J'habite au 34 rue, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. J'habite aux rues Bienvenue chez les Ch'tis. Rue Les Tuches. Et en film plus récent, y a un film qui s'appelle Viva Riva. Je crois que ça faisait 30 ans qu'aucun film n'avait été fait au Congo. Et que ce réalisateur qui s'appelle Jomunga Watunga, un truc comme ça. Film de gangster, mais film de gangster. Limite à la Scorsese, quoi, au Congo. C'est vraiment surprenant et assez violent, d'ailleurs. C'est ça, très belle photographie faite par Mathieu de Mongrand. Viva Riva. Si tu nous écoutes. Viva Riva, ouais. Et même Run, le film dont on parlait tout à l'heure de Philippe Lacote, c'est très bien. C'est l'histoire d'un mec qui fuit, qui court, en fait, toute sa vie. Au début, il tue le président. C'est ça. Et en fait, on retrace son histoire jusqu'à son enfance et c'est très touchant. Ouais, à son enfance où il voulait être faiseur de pluie. D'ailleurs, il y a des effets spéciaux et tout. Enfin, c'est assez intéressant. Et super, on prend toutes ces recommandations et puis. Oui, Félicité aussi d'Alain Gomis, très bien. Félicité que j'ai vu avec toi. Ouais, oui, ça y est, je me souviens maintenant. Ouais. Oui. C'était ouf ce film. Ouais. Très sensoriel. Il y avait un truc. Je sais pas mettre un adjectif dessus, mais c'est ça, qui se passe à Kinshasa. On ressent la chaleur de Kinshasa dans le film. C'est limite on ressort avec la peau collante. C'est vraiment ça quand même. C'est ça, c'était intéressant. Mais ça, tu vois, les films bien foutus comme ça et qui te font ressentir des choses vraiment au sens organique du terme. Ouais. Pour moi, c'est valeur sûre ça. Et peut-être que Atlantique le sera. En tout cas, Atlantique, c'est le Sénégal. C'est une femme et ça me donne l'occasion d'ouvrir notre deuxième thème, le cinéma et les femmes. Alors quelles sont-elles, qu'ont-elles fait et que font-elles Quelles sont-elles qu'est-ce qu'être une femme réalisatrice aujourd'hui dans ce milieu très très masculin et peut-être en trop grande partie même masculin.
Ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui à Fetabea. Par exemple, pour commencer, on brodera autour ensuite, mais on a fait une petite expérience que vous pouvez aussi faire chez vous, chers amis auditeurs. Et quelle est-elle cette expérience, Clémence ? Eh bien, nous avons... J'ai cru qu'elle avait un jingle. Excuse-moi, je t'écoutais, mais je sais pas si tu as déjà dit. On a regardé dans notre DVD Tech, parce que nous avons chacun une DVD Tech. Et donc, en regardant dans ce total de nos DVD, eh bien, nous avons compté le nombre de films réalisés par des femmes, et il y en a très très peu. Là, on a rigolé. Ouais. Alors, pour mon propre exemple, ma DVD Tech comprend à peu près... Ma DVD Tech à peu près 300 films. Alors, sachant que t'es en colocation. Ouais. Ouais, je voulais tout mettre à mon compte, mais oui, effectivement, je suis en coloc. Vous rangez vos DVD ensemble juste pour ça. Non, on les sépare. Moi, j'ai 2 DVD. Et Clémence, on a 298. Il a Tekken 1, Tekken 2. Donc, sur 300 films, j'ai trouvé 6 réalisatrices, ce qui est très peu. Ah, foufou. Ce qui fait Autant combien le ça en dire. moyenne, le calculateur ? Pas beaucoup. Comment il défile ? Excusez-moi, j'ai été éteint. Sachant qu'on a plusieurs films du même réalisateur, on n'a pas compté les réalisateurs différents qu'on avait. Oui, en non fait, plus. j'aurais dû compter les réalisateurs si je voulais. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir quand même sur 300 DVD, il y en a en fait très très peu réalisés par des femmes. Ouais. Pour les citer, on a Anna Lily Amirpour, qui est une réalisatrice américaine d'origine iranienne, qui a fait A Girl Walks Home Alone at Night Et The Bad Batch. et The Bad Batch. Claire Denis, j'ai High Life, ce film dans l'espace qu'elle a réalisé il n'y a pas longtemps. On en parlait dans Ad Astra. Julia Lee, qui a réalisé Sleeping Beauty, un petit film, c'est le seul qu'elle a fait. Elle est plutôt autrice en fait, elle écrit plutôt des livres, mais elle a fait ce film avec Amy Browning, qui était assez chouette. Lynn Ramsey, qui a fait We Need to Talk About Kevin et A Beautiful Day. Marjane Satrapi, Persepolis, The Voices. Et enfin, et pas des moindres, les sœurs Wachowski. Et donc je les compte en femmes, sachant que c'est un cas très particulier puisqu'elles étaient des hommes quand elles ont fait la plupart de leur grosse filmographie. Je pense que si elles avaient été sous leur identité femme dès le départ, elles n'auraient pas fait Matrix. Alors du coup, je lance le débat. Est-ce que tu peux les compter dans femmes si c'est des films qu'elles ont fait en hommes ? Eh ben, c'est vrai que non, effectivement, on pourrait pas vraiment les compter en femmes, je pense. Vu le contexte dans lequel les films ont été produits, je pense que c'était plutôt, voilà. Après, moi, je sais pas, moi, je suis pas dans leur tête, mais à mon avis, elles étaient déjà femmes avant. C'est juste qu'elles ont pas fait ça dépend de quel point de vue tu quoi. te places, en fait. Si c'est de leur point de vue à elles, ce sont des femmes qui ont fait ces films, et ça nous prouve bien que des femmes peuvent faire ce genre de film, clairement, Bien et qu'elles sûr. ont cette prouesse artistique aussi en elles. Mais du point de vue des producteurs, clairement, c'était des hommes. Donc, c'est pour ça qu'elles ont pu les faire. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais, Clémence, pour introduire une autre réalisatrice américaine qui a fait beaucoup parler, parce que tu parlais des Wachowski, mais il y a aussi celle qui a pris le premier Oscar de la meilleure réalisatrice et du meilleur film aussi au passage. Catherine. En bonus, Catherine Bigelow. Et il aura fallu attendre 2010 pour voir cette récompense prestigieuse être décernée à une femme. Alors tu vas 2010, hein. rigoler, parce que la première fois qu'une femme a été nommée dans la catégorie meilleur réalisateur, du coup, c'était en 77. Donc il a fallu attendre quand même, sachant que les Oscars, c'est quoi, années 30 que ça a été créé, quelque chose comme ça. Je peux pas te dire, mais en tout cas, en 2010, on était déjà sur la 82e cérémonie. C'est ça, quelque chose comme ça, et il a fallu attendre là, quoi. Déjà, l'écart entre une femme nommée dans meilleur réalisateur et une femme qui gagne, c'est 40 ans, quoi. Assez incroyable, mais on va y revenir à Catherine Bigelow parce que elle a fait des films en plus qui sont très aimés par les gars. On va quand même essayer, dans une liste non exhaustive, de parler de toutes ces femmes qui font le cinéma. Et on va donner nos avis vite fait. On va pas toutes les faire, évidemment, il en manquera. On s'excuse si on en oublie. Par exemple, en France, pour commencer, on peut parler déjà d'Agnès Varda, hein. Feu Agnès Varda avec sa coupe cheveux bigou. Aucun respect, c'est clair. Qui était la représentante un peu de la nouvelle vague, donc qui a un peu amorcé, on va dire, l'héritage qui va suivre, notamment là tout récemment qui a sorti un film. Céline Sciamma. Cœur avec les doigts, Céline. On vous conseille Le portrait de la jeune fille en feu. Je le conseille. Je vous conseille toute sa filmographie. C'est un excellent film. Moi, Naissance des pieuvres, c'est pas trop mon... Oui, mais c'est intéressant dans les thématiques qu'elle soulève. Tomboy, Tomboy est ouais, exceptionnel. excellent. Voilà, Céline Sciamma qui a su s'imposer, qui a su imposer sa patte d'auteur
Peut-être à partir de Tomboy. C'est vrai que La naissance des pieuvres a fait parler, mais c'est vraiment Tomboy qui a marqué, qui a lancé. Et puis là, dernièrement, Portrait de la jeune fille en feu, qui m'a simplement retourné. Ça t'a mis en feu, frère. C'est sublime, et en plus, notamment, avec c'est vraiment une équipe aussi technique féminine, parce que la chef opératrice est une femme. Et c'est celle d'Atlantique. Et c'est la même que sur Atlantique. Oui. Et c'est intéressant aussi parce que c'est celle qui est sur Atlantique. Et si j'en parle, c'est parce que la photographie de ce film, moi, m'a estomaqué. J'ai jamais vu une photographie aussi belle cette année. Et c'est peut-être vraiment le César à la clé. C'est un film magnifique en plus qui parle de peinture. Et donc, il y a un lien entre la photographie et la peinture. Et ça fait sens, quoi. C'est vraiment surtout, ça parle de la naissance d'un amour entre deux femmes à l'époque. Et de toute façon, dans tous les films de Céline Sciamma, bon, elle est mise dans cette case-là, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, c'est qu'elle apporte aussi un nouveau traitement de certaines thématiques, et des thématiques très fortes qu'on ne traitait juste pas du tout avant, et dont les hommes n'avaient absolument rien à foutre. Donc c'est très bien. Et exactement dans la même vague que son amie, je crois qu'elles sont amies, avec Rebecca Zlotowski. Oui. C'est sa poteau. C'est ça. Et c'est sa poteau, wesh. Qui a sorti un film aussi récemment, celui avec Zaya, qui est Une fille facile, que je recommande également, très intéressant, sur les apparences. Absolument. Et sur l'idée qu'on se fait d'une femme qui, en apparence, peut paraître superficielle. Ah, tu te dis bien, Jojo. Vous en avez d'autres là en tête? Maïwenn, bien sûr. Maïwenn, oui. C'est claque sur claque, film après film. Qui a fait Police, donc pour ceux qui savent pas. Police, Mon Roi. Le bal des actrices. Maïwenn, on en parle un peu vite fait. C'est une actrice au départ, donc elle est incroyable en direction d'acteur en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'elle amène les comédiens à faire des choses que tu les avais jamais vus faire. Typiquement Joey Starr dans Police, il est transfiguré, ou Emmanuel Berco, Vincent Cassel dans Mon Roi, ou Marina Foïs. Oui. Donc moi je dirais que c'est ça son gros atout. Et puis c'est une très bonne metteur en scène aussi, quoi. Très virulente. C'est des films qui te mettent une grosse tarte, quoi, à chaque fois. Ça laisse pas indemne. Clairement. Police avait clairement retourné la croisette. Ouais. Police reste un film que je regarde souvent comme ça. C'est bizarre parce que moi, il me met une claque un film à chaque aussi fois, fort, d'habitude on le voit une fois et puis on se le refait quand on tombe dessus par hasard. Mais non, moi je me vais vraiment Police de temps en temps parce que c'est un très très bon film déjà qui parle de choses très lourdes, mais elle a une manière de raconter qui est spéciale. Et du coup, c'est la signature Maïwenn, c'est qu'on va te raconter des choses ultra difficiles, ultra dures. Et en même temps, tu auras le sourire quand même et tu pourras rire même de temps en temps. Et puis je trouve ça génial que ça soit une femme qui ait réalisé cette histoire autour des agressions de mineurs et des agressions auprès des enfants, enfin sur les enfants, parce qu'on pourrait avoir l'idée pour les femmes, c'est trop insoutenable de parler de ce sujet-là, elles ont trop la fibre maternelle et tout. En général, quand on est une femme, on n'aime pas voir des histoires où les enfants sont des victimes. Et en fait là, clairement, elle le prend à sa manière et elle n'a pas peur. Ouais. C'est bien. Incroyable Maïwenn, on vous conseille toute la filmographie de Maïwenn. C'est une petite génie. Voilà. On attaque le genre, oui, elles sont spécialisées dans le film de genre. Du coup, Julia Ducournau, on avait pu la voir au PIF, donc au Paris International Fantastic Film Festival, le festival fantastique du film de Paris. Et elle avait décroché du coup le premier prix, Grave pour Grave, et qui est sur son prochain film. Titane, qui promet aussi du lourd. Et oui, la française de Revenge aussi. Coralie Farja, ouais, c'est un film ultra gore. C'est très, voilà, vraiment, on n'a pas l'habitude de voir un film réalisé par une femme aussi violent, aussi radical. C'est en plein désert, c'est une espèce de bimbo qui se fait violer par un mec au début du film. Et il la pousse dans un ravin, sauf qu'elle survit et elle se venge et elle leur démonte la gueule, quoi. C'est un rape and revenge. C'est un rape and revenge, mais du meilleur acabit. Voilà, et puis il y a Nicole Garcia aussi, à qui on pense. Colin Serrault, Pascal Ferrand. On passe les frontières, allez hop, on traverse les océans. On a cité Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, ce qui est ouf, c'est qu'elle fait maintenant des films qui sont institutionnels, vraiment. C'est le genre de film que les nanas peuvent pas faire normalement. Des films politiques, des films d'action, de guerre. Voilà, ça c'est des genres, normalement c'est inaccessible. C'est presque la seule à en faire à si grande échelle. En fait, elle fait des films dits de mecs, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que ces problématiques-là, c'est peut-être la seule aujourd'hui en réalisatrice connue et dont on connaît le nom, qui fait des films comme ça, quoi. Et d'ailleurs, son premier succès, c'était Kevin. Son premier succès, c'était Point Break, ouais. Point Break. Voilà, moi j'avoue, il y a quelques années, je ne savais pas du tout que c'était une femme qui avait réalisé ce film. Avec Keanu Reeves. Et Feu Patrick, on t'embrasse, frère. Et puis Des Mineurs, Zero Dark Thirty. Voilà, Des Mineurs, la consécration, Des Mineurs, elle
Elle a enlevé le prix du meilleur réal À son ex-mari. à James, qui était là pour Avatar, et puis elle lui a fait un gros wad. En même temps, c'est un film plus intéressant au niveau réel que Avatar. Quoi. Ouais, une vraie tension dans Démineur. Démineur, il y a une vraie tension, c'est incroyable. L'histoire simplement de démineurs, comme le dit le titre du film, et qui doivent déminer. Et Zero Dark Thirty aussi, où il y a une tension qui monte tout au long du film jusqu'à ce climax dans les 30 dernières minutes qui m'ont fermé ma gueule. Ouais, la traque de Ben Laden. Une autre réalisatrice au nom très connu, aussi, que vous connaissez aussi. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, c'est Sofia. Patty. Sofia Coppola. Coppola, fille de Francis Ford Coppola. Qui divise autour de la table, n'ayons pas peur de le dire. Voilà, je le dis, Sofia, je ne t'aime pas. Voilà, je le dis. Écoute, moi je t'aime bien, Sofia. Moi, en tant que fille, pour témoigner, je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou pas d'ailleurs, mais pour témoigner sur mon adolescence, quand j'ai découvert ces films, à commencer par Virgin Suicides, ça m'a énormément parlé. Donc je pense que c'est super intéressant ce qu'elle met dans ses films. Après... Non mais Coppola et Coppola fille, du coup, je crois que t'aimes ou t'aimes pas, parce que ça on peut pas lui enlever, elle a vraiment un style particulier qui n'appartient qu'à elle. Oui. Et voilà, soit t'accroches pas. Du coup c'est une réalisatrice intéressante pour ça. Et elle a une thématique, elle filme des gens qui se font chier. Qui s'ennuient. Donc soit on adhère, soit on adhère pas. Elle devrait poser ses caméras de moi en train de regarder ses films, elle tient l'Oscar. Hein. Là, on est dans la théma. À la violence. Non mais c'est vrai que Lost in Translation est peut-être son film qui a été le mieux reçu. Virgin Suicide, elle a révélé, mais Lost in Translation avec le grand Bill Murray et Scarlett ont vraiment marqué les gens. En tout cas, moi, honnêtement, c'est son film préféré. Enfin, c'est mon film préféré d'elle. Donc, moi, sachant que t'as pas aimé les autres. Moi, j'aime tout ce que j'ai vu. J'aime Bling Ring, Somewhere, Lost in Translation, Virgin Suicide. On va pas pouvoir faire tous les pays, évidemment, mais je voulais notamment revenir un peu sur le festival de Cannes. Et en Allemagne, par exemple, il y a Maren Ade qui avait fait Tony Hardman, qui avait très 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 bien marché pendant le concours, en France, pendant notamment. la compétition. Et en restant sur cette compétition, on a la grande Jane Campion qui, du côté de la Nouvelle-Zélande, elle a décroché carrément la récompense. Je savais pas qu'elle était néo-zélandaise. Elle est néo-zélandaise, Jane Campion, et elle a décroché la Palme d'Or pour avec la leçon de piano. La leçon de piano en 1993. Qui est un putain de film, voyez-le. Ouais. Voyez-le. Et très bonne série Top of the Lake à regarder également. Ouais. Ah oui, c'est elle qui a fait ça. Jane Campion. Ouais. Donc voilà, Et il y a un truc quand même à noter, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver des réalisatrices dans certains pays et même certaines régions comme l'Asie. En fait, en Corée, au Japon. Enfin, après, nous, on est assez cinéphiles déjà aussi pour connaître pas mal de réals hommes en Corée ou au Japon, mais par contre, des femmes... Au Japon, Naomi Kawase, mais ouais, c'est la seule qui me vient. Qui avait fait un truc avec l'eau là. Stillwater, non ouais. Je sais plus. Oui. Stillwater, je crois, c'est ça le titre du film. À vérifier. Oui, c'est vrai que c'est compliqué sur certains pays de trouver. Là, on a Mati Diop par exemple qui représente le Sénégal. Mais est-ce que c'est vraiment compliqué de faire des films aujourd'hui en tant que femme ? Ou bien simplement c'est juste parce que ça a toujours été comme ça que les hommes ont pris la part du marché. Après c'est compliqué de faire un film tout court de toute façon. Oui, donc, de base. De base. Après je sais que Maïwen, il y a quelques années, il y avait une fausse polémique selon moi, mais elle avait dit qu'elle avait jamais senti que c'était compliqué en tant que femme de faire des films. Pour elle avait jamais eu ce ressenti-là, et beaucoup de féministes lui sont tombées dessus en disant que c'était faux et qu'elle était en dehors de la réalité. Mais c'est son ressenti, donc... on peut pas, je trouve que c'est trop compliqué à évaluer. En tout cas, je pense que là aussi, ça s'ouvre. Voilà. Clairement, il y a des choses qui sont mises en place, que ce soit par le CNC ou Hollywood et tout ça. On sent qu'il va y avoir de plus en plus. Après, la qualité des films, la question va se poser. Mais déjà, c'est bien que ça s'ouvre. On va découvrir des talents et puis il y aura un tri qui se fera comme avec les hommes et qui fait qu'il restera les plus doués. Quoi, mais ce qui est certain, c'est ce que Clémence disait, c'est qu'il y a certains films qui sont difficilement accessibles pour des réalisatrices. Mais je pense que le problème, c'est l'institutionnalisation en fait, qui est masculine. Le système qui est très masculin, c'est une question de statistique aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Et de c'est comme d'ailleurs comme monter hiérarchiquement dans n'importe quelle boîte. Quand t'es une femme, c'est juste parce que ceux qui sont en haut et qui dirigent et qui décident et qui trient et qui font la sélection, c'est des hommes principalement. Donc que ce soit pour les prix, que ce soit pour les financements, que ce soit pour tout. Donc forcément, il y a un déséquilibre. En fait, il faut plus féminiser toute l'industrie. Les institutions. C'est ça. J'espère qu'on va dans ce sens-là. J'ai l'impression. Après, c'est politique, donc ça pousse dans ce sens. Est-ce qu'il y aura des actes On verra, mais j'ai l'impression. Donc j'envoie un message à tous les connards d'en haut.
Non, mais il y avait, tiens, d'ailleurs, si on peut en parler, il y a Jacques Audiard qui avait dit, je crois que c'était à Venise l'an dernier, quand il présentait les Frères Sisters, on lui avait posé la question de pourquoi le jury était entièrement masculin. Et il était abasourdi par ça, quoi. Il disait mais en fait c'est normal, le milieu est masculin, c'est-à-dire que les gens qui font les sélections sont des hommes et on fait des films pour des vieux producteurs qui ont 60 ans et qui sont blancs, enfin voilà. Donc il abordait la question de la diversité et aussi de la parité en disant que ce milieu, cette industrie est masculine et blanche, donc et qu'il fallait changer ça petit à petit, quoi. Voilà. Enfin, pas petit à petit d'ailleurs, mais malheureusement ça va se faire. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce temps. que ça paraît aberrant d'injecter entre guillemets des femmes par-ci par-là, Ouais. parce que ça paraît très artificiel, parce que c'est tellement déséquilibré. Ouais. Mais il faut au début au moins. Mais oui, il faut passer par là, je pense, de toute façon. On a fait le tour du monde, de nos connaissances, de notre cinéphilie, à travers toutes ces réalisatrices de renom. On espère que les choses vont évoluer et qu'on en aura encore plus, de manière qu'on puisse donner une réalisatrice turque, par exemple, directement, sans qu'on ait à ouvrir Wikipédia, qu'on puisse donner une réalisatrice chinoise sans qu'on ait à ouvrir Wikipédia. Enfin, que ce soit plus popularisé, parce que croyez-moi qu'une vision féminine apporte beaucoup au cinéma, et il nous faut de tout dans ce milieu artistique. Mais savez-vous que toutes ces personnes-là sont l'héritage d'une seule et même personne? Et oui, si on peut dire ça comme ça. Tu veux dire Ève? Non, mais je veux dire qu'il y a une pionnière. Oui, Ève, elle a pris la poste. Une pionnière. Et là... Et c'est Kevin qui a bossé sur ça, et qui va nous parler un peu de la pionnière, la première réalisatrice historique en fait. Tout court, en fait. Ouais. Mais je vais le faire vite, parce que après, si je commençais à détailler vraiment sa vie, on en aurait pour des heures et des heures. Ouais, donc c'est Alice Guy qui est la première femme réalisatrice et la première cinéaste tout court, parce qu'elle a réalisé la première fiction jamais tournée, qui s'appelle La Fée aux choux. Et qui est un petit film d'1 minute où tu vois une fée qui se bat dans un champ de choux avec des enfants qui sortent. Enfin voilà, elle a commencé. En quelle année? C'était en 1896. Ah oui, donc il n'y avait pas encore le LSD. J'étais pas né, ok. Non, t'étais pas né. Elle est française? Oui, elle est française et elle a travaillé avec Léon Gaumont notamment. Mais tu me disais aussi que c'est la première à avoir tourné avec des acteurs afro-américains. Ouais, mais ça vient plus tard. Mais parce qu'en fait, si tu veux, donc elle a fait ce film-là, elle a fait le premier péplum de l'histoire du cinéma qui s'appelle La vie de Jésus. Donc, comme son nom l'indique, c'est la vie de Jésus. Oh. Elle a fait un film qui s'appelle Les résultats du féminisme, où elle inverse les rôles hommes-femmes. Donc tu vois des femmes. Sérieux? Ouais, qui. En quelle année? Et ça, attends, je sais plus en quelle année, mais c'était début 20e siècle dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Hein, où voilà, tu voyais des hommes qui faisaient le repassage et puis les femmes qui regardaient le course hippique. Le foot, sûrement. Qui regardaient les plus beaux buts de Cristiano Ronaldo. Exactement. Donc voilà, pionnière dans plein de trucs. Elle a créé la plus grosse société américaine de production de cinéma qui s'appelait Solax et qui après a fait faillite. Et après, c'est Hollywood qui est arrivé. Donc et là, elle a créé le premier film avec des acteurs afro-américains. Enfin, mais bref. il faut faire un film sur cette meuf, en fait. Une carrière de fou, et puis tomber totalement dans l'oubli, quoi, à part certains qui connaissent son nom. Comme toi. Mais non, comme moi. Là, tu nous apprends quelque chose. chose. Ah oui, totalement. Pour résumer, elle était là avant tout le monde, mais personne ne la connaît. Avant tout le monde. Elle a aussi été pionnière du cinéma parlant, parce qu'elle avait créé un système de phonographe où tu avais enregistrement du son et restitution du son pendant la projection. C'est au début 20e siècle, là, on est début années 1900. Là. On est sur la Marie Curie du cinéma. Là, donc la nana, elle était trop forte. Elle a fait le premier making-of de l'histoire du cinéma aussi. Ah, mais c'est elle qui a fait l'arroseur arrosé. Oui. D'accord. Ah, sérieux? Tu te souviens, on l'a vu ça, Romain? Ouais. Enfin bref. Pendant nos années d'étudiants. Ouais. Et puis voilà, malheureusement, beaucoup de ces productions ont disparu, quoi. Un peu comme Méliès, on a perdu pas mal de films, sauf que Méliès, on se souvient de son nom, et pas Alice Guy. Donc voilà. C'est incroyable ça. Ah ouais, eh bien, un gros big up, Alice. Big up, Alice. Non, mais vraiment. Puis j'ai pas tout dit, mais renseignez-vous sur elle, parce que là, j'ai fait qu'effleurer tout ce qu'elle a fait. Elle a quand même découvert l'Amérique aussi. C'est elle qui avait un problème de myopie. Alice Guy, oui, tapez ça dans Google. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas directement après parce que c'est super intéressant. Je crois que sa biographie ou son autobiographie est disponible dans toutes les bonnes librairies, si vous voulez. Alice Guy. Bravo, belle découverte. Merci Kevin. Mais de rien. Merci ce petit saut dans le temps. Et voilà, j'espère que justement Mathie Diop se rend bien compte quel est l'héritage de Alice Guy. J'espère que tu t'en rends compte, Mathie. Mathie, t'as quand même la pression. Tu es reconnaissante, tu l'as pris tous les matins. Mais il n'y a pas qu'elle, tous les cinéastes du monde sont les descendants d'Alice Guy. Oui, tous les cinéastes. Tout à fait. Tous les cinéastes, mais là c'était surtout les cinéastes. Les cinéastes. Les cinéastrices. Les cinéastrices, les réalisatrices. Voilà, notre petit tour du monde s'achève ici. Alors évidemment, on rappelle que c'était une liste non exhaustive. On en a beaucoup qu'on n'a pas cité. On aurait pu s'étendre sur le sujet pendant encore des heures. Puis il y en a beaucoup qu'on connaît pas. Hein. Mais il faut qu'on continue avec notre rubrique Fait en titre pour recoller avec la BA d'aujourd'hui, qui était Atlantique de Mathie Diop. Ce titre, Atlantique,
Simple, Ouais. sobre, peut-être un peu trop. Un peu Je trop. pense qu'on peut en trouver un meilleur. On peut. Passe à la rubrique Fais ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. J'ai le même que Clémence, on fait comment? On va vous laisser pour la fin, vous Ok. les femmes de Feta BA. On passe après, ok. On laisse pour la fin parce que c'est nous les hommes aussi. Bah, on est nous qu'on galantes. commence. Non, Le je mec a déconne. fait 1 heure sur le féminisme. Ouais, bon, ça suffit, ah merde. Oh. Non, mais on vous garde pour la fin. Et puis, Kevin, toi, t'as un titre? Ouais, j'ai un titre. Allez, vas-y, balance. Alors moi j'ai un titre, c'est comme je pense que c'est un peu une histoire de fantômes, peut-être pas avec des vrais fantômes, mais un peu de fantômes quand même. Je voulais appeler ça Ghost in the Cal. Oh putain de merde. Ghost Oh là in the là. Cal, le cal de bateau. Ouais. Oh putain. Oh là Eh, c'est marrant, non? Non, Ouais, c'est mais pas il drôle. n'y a pas de cale dans une pirogue, wesh. Mais je sais, En plus. mais je voulais vraiment faire un jeu de mots avec Ghost in the Shell et c'est Ah, tout ce j'aime que bien j'ai la trouvé. référence. Ah, j'aime bien leur référence. Ça se voit qu'ils sont colocs les deux. Ouais. Hein Clément, est-ce que tu as un titre, toi? Ouais, moi j'en ai 2. J'en ai un plutôt à tendance humoristique et l'autre à tendance poétique. Ça fait tellement peur. Dans ces titres. Celui à tendance humoristique, c'est Sénégalaire. Oh. Ah, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et poétique, ce serait Vague à l'âme. Oh. C'est poétique. Franchement. Oui, Ça j'avais fait dit très film avant. français, ça. Hein. Bah, Sartec. t'as gagné. Ça fait très film franco-belgo-sénégalais. Sénégalaire. Ouais, Sénégalaire sur les deux, je pense Ouais, que c'est celui qui Sénégalaire, il est l'emporte. bien. Ça m'a plu. Et vous, les femmes? Alors, Alors vous, les descendants d'Alice Guy. vous pensez avoir le même titre? Peut-être que vous Ouais. êtes aussi synchronisés sur vos menstruations. Ah oui, Putain, mais attends, non. attends, on va voir aux toilettes et on te le dit. Le truc qui sort de nulle part. Mais parce que c'est Ah. vrai, les meufs se Je synchronisent sais, sur les mais menstruations. c'était peu probable là en quelques minutes de temps. Ils se regarder. Oh. Mais c'est bien que tu sois au courant de ça, Rome, hein, c'est très bien. C'est Je vrai. sais que c'est possible, oui. Bon, le C'est- titre. Et le titre, on se le dit à 3. Qui compte? C'est Romain qui compte. Ah ouais, c'est Romain qui compte. Tout Allez. ça parce que Ouais. Tout ça parce que je suis black. Bon, alors, 1, 2, 3. C'est la mer Noire. Ah putain. Tout ça parlé. ok, donc c'est l'ivoirienne la plus C'est la raciste. mer Noire. Mais non, mais, C'est pas raciste, le gars qui dit la mer Noire, c'est un Ivoirien déjà. mais justement, c'est pas la mer Noire. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ce serait plutôt C'est ça, pas le la titre. mer Noire. C'est pas la mer C'est Noire. pas la mer Noire. Moi, je Le pas. préfère la mer Noire. On peut Pourquoi pas. le pas? Moi je préfère Ghost in the Cal. Mais on peut pas mettre la mer Noire alors que le film s'appelle Atlantique. C'est ridicule. En plus, la mer Noire, c'est situé où? Non mais il y a un jeu de mots. Je pense pas que ce T'es soit. sérieux? Mais attends, tu crois que tous les titres qu'on a choisis, ils étaient Ou raccords avec le sinon, sens? je fais un petit consensus. On prend le titre de Clément Sénégalaire et sous-titre, c'est pas la mer Noire. Ah oui. Et moi j'achète. Ah oui, ça Bravo. c'est très bien. Oui, Bravo. bravo Ah, il faut Johanna, qu'il- bravo. Allez, On bravo. l'applaudit. Allez, Moi j'aime bravo. bien, c'est du piment d'Espelette. Bravo. Allez, ce titre fait Parfait. sens. Parfait. Tu es la digne descendante d'Alice Guy avec ce consensus. Ça va rester. c'est ça, Mais c'est bien, il faut qu'on cite Tu Alice peux Guy mettre dans sur chaque l'affiche podcast. Alice Guy approve. Quand je te regarde, Johanna, j'ai l'impression de voir Alice. Alice Guy. Et elle s'est pris un sacré coup de soleil, Alice. Un coup de soleil, un coup, je t'aime. C'est plus Alice Cooper là. Allez, passons à Rambo. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner donc Atlantique de Mati Diop, le prochain film que l'on va aller se voir nous au ciné et dont on fera le match retour qu'on a renommé Sénégalaire, c'est pas la mer Noire. Voilà. Donc le match retour On a viendra. honte de rien. Le match retour de ce film-là viendra dans notre épisode 22. 22, voilà les flics. Et en parlant de match retour, est-ce qu'il serait pas temps de laisser les femmes de côté pour aller voir un vrai gars? Ouais, un homme. Hein? Allez voir un vrai Un homme. vieux. Un descendant d'Alice Un Guy. papy là. Vieux, Un mec. vieux sénile. Allons voir le vieux sénile. Ça va tailler. Allez, c'est parti pour le match retour de Rambo Last Blood. DJ. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. C'était pas ma guerre, c'était pas ma guerre. C'était pas sa guerre, certes, mais la nôtre cette semaine a été d'aller voir Rambo Last Blood. Le mec a écrit ce texte, je tiens à préciser. C'est vraiment écrit quoi. Mais nous, notre guerre, ça a été d'aller voir ce film Rambo Last Blood en salle afin d'en faire un comparatif avec sa BA que nous avons démembré dans notre épisode 20. Mais avant d'arriver à nos avis et à notre débat autour de ce film, il faut rappeler celui que nous nous étions imaginé à partir des projections de notre dernier épisode.
En voici le résumé, les amis. C'est l'histoire de notre oncle John préféré qui, après 4 films où c'était pas sa guerre, s'est ranché. s'est ranché du bon côté de la vie pendant cette... Arrêtez de rire. Non mais ton jeu de mots est tellement drôle, c'est normal qu'on rigole. C'est même pas le mien, c'est celui de Bruno. C'est trop désopilant en fait. Bravo Bruno. Et pendant cette paisible période, Rambo, tu vois, s'est trouvé une famille en la personne de Sylvie Rambo, sa nièce. Mais malheureusement, Sylvie, partie en spring break à Tijuana, se fait enlever par des malfrats de la pure augure, afin que celle-ci participe à un plan à la Tekken. La pire augura. Du coup, tonton Rambo, tu vois, voit rouge et part à sa rescousse, cassant toutes les mâchoires des Mexicanos sur son passage. De retour à son ranch, il se prépara à leur vengeance imminente en activant le mode « Maman, j'ai arrêté de l'avion », c'est-à-dire préparer les pièges les plus mortels possibles. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, par contre, c'est que les Mexicanos, eux, avaient trouvé la protection ultime contre les compétences mortelles de tonton John, le rembourrage. Rembourrado. Le rembourrage, mais qu'est-ce ? C'est des gilets pare-balles entourés de papier bulle. Ou de mousse épaisse. Ah si, le combat de Rambo, tu vois, contre les rembourrados s'annonce alors sanglant. Ouais. Wow. C'est le meilleur résumé qu'on a jamais eu. Quoi. Franchement, il est excellent, il y a plein de jeux de mots. Franchement, l'histoire qu'on a imaginée est bien mieux que le film. Parce que tu me fais vraiment penser à la plume d'Alice Guy. Si vous savez pas où est-ce qu'on en est avec cette histoire, je vous invite à aller écouter notre épisode 20. VIN. Voilà. Oui. Qui s'étend un peu plus sur la question. Alors ça c'était le film qu'on avait imaginé, mais qu'en est-il de la vraie réalité? Qu'en est-il de la vraie vie? Que raconte vraiment ce film? Je vais demander à Johanna de nous résumer ce film. Mais maintenant elle peut pas parce qu'elle a pas vu le film. Pas vu. Voilà, hop, ça poucave direct, hein, bravo Johanna. Pouki. Pardon, j'étais en prison à La Haye, j'ai pas pu voir le film. Bah t'avais qu'à la sauter là. Oh. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Merci pour vos acclamations, mais ça ne vaut pas la peine, vous savez, c'est rien du tout. Mais du coup, comme je sais qu'elle a adoré le film et qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial femme, je vais demander à Clémence de nous résumer la vraie réalité du vrai résumé de la vraie vie, de la véritable histoire. Allez, c'est parti. Donc on retrouve notre ami Rambo bien des années après la guerre du Vietnam et son traumatisme des premiers Rambo. Il s'est rangé dans un petit ranch avec une vieille dame d'origine mexicaine, je crois, et avec une jeune fille qui est en fait sa nièce. Alors je ne sais pas exactement d'où elle est sa nièce, on ne nous le dit pas vraiment. C'est pas vraiment sa nièce en fait. Non, c'est sa nièce par alliance. De cœur quoi. Il l'a un peu élevé, recueilli, voilà. Il lui a appris le cheval et tout. Ils sont très proches. C'est son oncle John. Et tout va bien, sauf que en grandissant, cette jeune fille va partir à la fac et elle veut retrouver son vrai père qu'il a abandonné. Donc elle demande l'autorisation à la vieille et à Rambo d'aller au Mexique pour aller le voir. Ils veulent pas, mais elle y va quand même. Et après un trajet en voiture très bien réalisé, elle se retrouve... Un créneau impeccable. À demi-tour hollywoodien. Elle se retrouve dans le traquenard de Mexico, qui est un traquenard total. Mexico. Et son père la laisse à la porte, il en a rien à faire. Et elle se retrouve dans une soirée où on lui met de la drogue dans sa boisson. Et elle se retrouve avec les prostituées d'un cartel. Et Rambo, il apprend ça, il est pas content et il va aller la chercher. Et tout va très mal tourner. Voilà, elle se fait en gros enlever par un cartel mexicain qui s'occupe du trafic de prostituées. Oui, c'est ça leur branche. Et voilà, ils ont vu en cette... C'est un secteur tertiaire. Ils sont dans le service, on va dire. C'est la branche des violeurs-drogueurs. Bon, voilà. Bon, j'aimerais bien qu'on respecte un peu plus les Mexicains que ce film ne le fait, s'il vous plaît. Calme-toi, l'octogone sans règle n'a pas commencé. L'octogone sans règle, on va le lancer tout de suite avec le douille ou pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille nous permet de savoir si la bande-annonce que nous avons vue la semaine dernière est fidèle ou pas au film. Alors, est-ce que cette bande-annonce nous a vendu le film qu'elle devait vendre, ou bien est-ce une surprise totale? Tiens, ma Clémence, on va rester sur toi. Douille ou pas douille? Grosse douille. Ok. Grosse douille, parce que si la BA laissait penser à un film de seconde zone, c'était effectivement un film de seconde zone, mais ça s'arrête là au niveau du pas douille. C'est une grosse douille, parce que je pensais que j'allais m'amuser à voir Rambo poser tous ses pièges, et en fait pas du tout, je suis juste choquée, c'est juste une horreur, et tout ce qui est mauvais dans le film n'était pas esquissé dans la BA. Pour moi, il y a un vrai problème de fond qu'on ne sentait pas dans la BA en fait. Voilà. Pourtant, vous aviez dit que c'était idéologiquement pur. Si, oui, on avait senti un peu, oui. Si ouais, en fait, si. En fait, c'est vrai.
on t'a mis une couche de douille sur la couche ouais, de douille. Ouais, c'est ça. On m'a bien endouillé là. Voilà. Un peu de douille avec votre douille. Bah, les douilles, j'adore ça. On t'a enduite de douille. Et on m'a pris pour une andouille. Clément. Eh bien, moi, je dirais douille positive parce que je trouvais que la BA était vraiment de la bouillie. Et j'allais en salle avec ma fourche et mon flambeau prêt à brûler le film. Et au final, j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc, je dirais une douille positive. Kevin, douille, pas douille C'est douille et pas douille. C'est-à-dire que c'est une pas douille dans le sens où c'est vraiment idéologiquement puant, j'avais raison. Et c'est une douille dans le sens où c'est encore pire que ce que je pensais. Donc voilà. Et toi, Romain ? Bah non, en fait, moi, je te rejoins, Clément. J'ai passé un moment pas si dégueulasse que ça. Alors, pas oufissime, mais pas si dégueulasse que ça. Donc, plutôt pas douille, en fait, parce que on avait été d'accord, je crois tous, qu'on avait bien rigolé sur la BA. Hein, l'alcool avait aussi fait son œuvre. J'aurais dû y aller bourré, en fait, c'est ça. J'ai beaucoup trop sobre pour voir ce film. Et en fait, non, le film m'a pas si déplu que ça, contrairement à sa bande-annonce. Donc, pas douille. Voilà. Pourquoi ? Peut-être que je vais lancer la vie alors du coup. Allez, vas-y. Je vais ouvrir tout simplement en disant que après, même si je n'ai pas de point de comparaison, car c'était mon premier Rambo, c'était mon dépucelage de Rambo, et oui, je commence par la fin, moi j'aime bien ça, c'est mon côté Gaspard Noé. Donc ok. ça va doucement ce soir. J'ai mis le temps à monter au cerveau. Non, donc en fait le film je l'ai trouvé plutôt cool, voilà. Je trouvais au début que ça sentait la douille. En plus, j'étais dans la même salle que Godzilla 2. Donc, c'était une salle qui sentait déjà la douille. Ouais. Je fais, il y a encore des odeurs de douille dans cette salle. Et en fait, le film commence et ça commence de plus en plus à sentir la douille. Et puis, en fait, l'odeur s'en est allée parce que je me suis laissé emporter par la magie du film. Non, pas du tout. Mais par le film que j'ai trouvé moins dégueulasse que ce que je pensais. Alors, peut-être que, justement, en partant avec cet a priori-là, c'est peut-être ce qui m'a fait apprécier le film. Mais j'ai trouvé les scènes d'action ultra bourrines, ultra violentes et ultra jouissives. Et rien que pour ça, j'ai kiffé le film. Ça a applaudi dans la salle. Tout le monde exprimait son contentement par les cris et les applaudissements. Et c'était cool. Voilà. Est-ce qu'on répond Je veux bien contrecarrer. Contrebalance. Je ne rebondis pas, je contrecarre. En fait, pour moi, c'est même pas un problème de réal parce que, en fait, quand le film a commencé, j'ai tout de suite vu que c'était réalisé avec les pieds, mais ça m'a plutôt fait marrer. Et toute la première partie, franchement, j'ai pris du plaisir, ça me faisait rire et je commençais à me dire, franchement, le film, j'aurais passé un bon moment. Et en fait, le problème pour moi, c'est qu'il y a une grosse rupture de ton, il y a un énorme souci d'écriture, comme s'ils avaient voulu mettre plusieurs types de films dans le même. Et donc, on part sur quelque chose d'assez touchant, assez émouvant dans la relation entre Rambo et sa nièce. Tout ça est assez prenant. On va vers quelque chose de très sombre quand elle se fait enlever. Et donc, du coup, elle est droguée, elle est mutilée, elle est violée. C'est une horreur. Donc là, ça commence à être un peu lourd. Donc, ok, pourquoi pas. Moi, j'étais plutôt dedans et ça m'a vachement bouleversée, en fait. Et là, paf, grosse rupture de ton. C'est-à-dire quand ils ont atteint le pire du pire, je ne vous spoil pas, et du coup, la vengeance de Rambo, derrière, elle est vraiment amenée de manière... effectivement, c'est censé être jouissif, mais sauf qu'après t'être pris le choc de l'horreur qui se passe, le fait qu'il pose des pièges façon effectivement maman j'ai raté l'avion, c'est vraiment montré comme ça, avec une petite musique et tout, en mode ça devient presque plus léger. Non, en fait j'ai pas pu accepter ça m'a trop choqué ce décalage. Je me suis dit mais on peut pas justifier toutes les compétences de Rambo en tant que tueur et le fait qu'il fasse sa vengeance par ce qui vient de se passer qui est extrêmement grave en fait. C'était beaucoup trop pour moi il y avait un décalage beaucoup trop gros et effectivement comme tu dis complaisant parce que autant sur les scènes où on nous prend bien le temps de nous montrer à quel point elle souffre la jeune et à quel point elle prend cher pendant plusieurs jours avant qu'ils viennent de la sauver et autant sur toute la fin quand ils tuent les Mexicains les uns après les autres dans un vrai champ de bataille, là en fait je trouve que la violence, c'est la première fois que ça me fait ça, c'est que j'ai aucun souci avec la violence, mais là pour moi c'était trop en fait. Il le montrait trop et je l'ai vraiment pris comme du sadisme. Je l'ai vraiment très très mal vécu en fait. J'avais presque envie de sortir et j'avais jamais été aussi écœurée et choquée par la violence. Voilà. Ah ouais. Ouais, vraiment, ça m'a vraiment fait du mal. J'étais en PTSD après, quoi. Et j'ai trouvé ça très malvenu parce que du coup, en fait, le fond au départ, c'est qu'on est censé comprendre que oui, il est devenu comme ça parce qu'il a un PTSD, mais là, non, ça marche plus en fait à ce stade. Syndrome post-traumatique, ça ne marche plus. Le PTSD, oui, syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam pour Rambo et syndrome post-traumatique de Rambo pour Clémence. Et j'ai même pas évoqué, je le dis juste en 2 mots, j'ai même pas évoqué la vision des Mexicains parce que c'est juste
aberrant. Je comprends pas qu'on puisse produire un film comme ça qui te montre les Mexicains. Et Mexico en soi, quand t'arrives à Mexico, en gros, c'est tout de suite là, tu vas te faire violer au moindre coin de rue, c'est fini, il y a que des cartels, il y a que ces mecs-là, ils sont tous comme ça. Il y a pas un seul mec non, à sauver. Mais il y a 3 femmes mexicaines dans le film qui sont des personnages mais en fait, innocents là, et purs. Oui, mais je parle pas des femmes. Pour moi, le souci, c'est la masculinité des Mexicains qui est vraiment lésée par ce film. Ça parle des cartels aussi, enfin, c'est pas des tendres. Ouais, mais en fait, ça fait un raccourci pas possible, quoi. Moi j'avais peur de ça en voyant la BA, franchement j'avais peur de voir un film raciste et au final j'ai pas trouvé, parce que j'ai trouvé que ces 3 personnages de femmes, donc la dame plus vieille, la jeune, qui prend très cher c'est vrai, et un personnage intermédiaire au Mexique qui aide Rambo un peu, empêche la vision, les États-Unis c'est bien et le Mexique c'est nul. Après, c'est pas un grand film, c'est clair. Moi, j'ai trouvé que c'était une série B honnête. Il y a une backstory dont tu as parlé. Tout le début du film est plutôt touchant, la relation qu'il a avec elle, etc. Et je trouve que justement, ça justifie. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ça justifie le sadisme, ou en tout cas. Parce qu'il les torture pas, donc moi je dirais pas sadisme, mais il les démonte, quoi. Il les empale, mais c'est des morts plutôt brutales et rapides en fait. Et en fait, c'est un homme qui se venge d'un traumatisme énorme qu'il vient de vivre et qui en plus sort un syndrome post-traumatique de la guerre, donc c'est quelqu'un qui est une épave mentalement, et ça, pour moi, ça explique, je dis pas que ça justifie, mais ça explique le niveau de violence de la fin. Après, moi, ça m'a pas trop choqué en termes de violence, j'ai trouvé ça soft, honnêtement, mais je trouve que par rapport justement à un film comme John Wick 3 où il y a de la violence tout le temps et tu sais pas pourquoi il tue tous ces gens dans plein de pays et tout, je trouve que là il y a au moins une raison pour laquelle il fait ce qu'il fait. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé, et pour le coup j'ai trouvé le film plutôt bien réalisé. Après, il y a plein de défauts. Stallone, il joue vraiment pas bien. C'est très mal écrit. Les dialogues sont ultra caricaturaux et tout. Mais c'est ce qui a fait que je me suis tenu au film, c'est que j'ai trouvé je comprenais pourquoi il en arrivait là. Voilà. D'accord. On continue le tour de table avec Kevin. Ce qui est bien fait, c'est que Kevin est d'accord avec moi, donc je le laisse répondre. Oui. Et là, contrecarré à nouveau. Et là, il te dit Clément, tu m'as convaincu. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment un grand film. C'est un peu le Apocalypse Now d'aujourd'hui, quoi. J'ai envie de dire. Non, moi j'ai détesté. Après, je suis assez d'accord avec Clémence, avec tout ce qu'a dit Clémence niveau idéologie, etc. Moi, je trouve qu'il y a une complaisance qui me gêne. Et pourtant, moi, j'adore la violence et j'aime bien Rambo, tu vois, de base. Mais il y avait déjà cette complaisance dans le précédent qui commençait à poindre, et c'est pour ça que j'avais un petit peu cette sensation en regardant la BA à l'épisode dernier. Et pour pas revenir sur l'idéologie, moi je trouve que la mise en scène elle est pérave. Enfin, moi je l'aime pas du tout. Enfin, on dirait un vieux Z, on dirait un Steven Seagal, quoi. Enfin, c'est un peu ridicule. Et puis la violence elle est mal filmée, l'action elle est mal filmée, c'est dégueu, c'est du gore gratos, et le gore gratos ça peut être marrant si tu décides d'être un film gratuit, sauf que c'est pas le cas de ce film là, quoi. Et du coup pour moi la violence, moi je vais pas être choqué comme toi Clémence, parce que bon, moi j'aime bien ça, les tripailles et tout, c'est rigolo, mais c'est pas une question de tripaille, hein, pour reprendre ce que disait Clément, c'est pas une question de volume. Non, mais c'est brutal, ou d'intensité, c'est la brutalité c'est la brutalité de la violence, c'est genre que c'est pas vraiment gore, c'est brutal, ouais, c'est plus ça le terme. C'est ce qu'il y a derrière surtout. C'est si ça avait été vraiment on fait un film d'art d'action, c'est brutal et tout, moi par exemple les John Wick je les prends un peu comme ça, c'est les films t'as pas d'enjeu, on s'en fout, en fait c'est juste de la violence, c'est rigolo, tu t'amuses bien, sauf que là c'est pas pire, le cas. Non, moi je trouve ça pas pire. Non, justement. Non, je trouve ça pas pire. Tu peux le prendre comme de la violence gratuite, c'en est un petit peu, mais ça reste quand même un truc rigolo, comme le gore à la base c'était du grand guignol et c'était juste pour te faire rigoler, après t'apprécies ou t'apprécies pas le spectacle, ça c'est une autre question. Et là le problème avec Rambo, je trouve, c'est que t'as un fond, je suis quelqu'un qui voulait la paix, on m'a dit tu peux pas avoir la paix, du coup tu vas être obligé de refaire la guerre encore une fois, sauf que là c'est toi, alors que d'habitude Rambo subit la guerre, là il la crée, même si c'est pas de sa faute si sa nièce elle se fait enlever, mais dans la manière dont c'est montré, c'est pas Rambo qui réagit, c'est Rambo qui attaque, tu vois, déjà c'est très différent je trouve, et je sais pas, il y a un truc qui est gênant, et puis je sais pas, c'est un peu une trahison du perso. Je pense que ce qui est gênant, c'est le fait que c'est réaliste, le contexte de départ, pas le fait qu'il fasse ses pièges, mais ce qui se passe avec sa nièce, et ça puis, c'est réaliste. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que dans John Wick, c'est pas réaliste, t'es dans un hors-monde quelque part, t'es dans un monde où la violence, c'est ça qui règne, et c'est pas notre monde avec des choses graves qui se passent. Elle a pas de substance, je trouve, la violence. Enfin, moi, je sais pas, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on est clairement sur de la vengeance, là. Ouais, c'est ça. Il vient. Oui, mais en fait, c'est une vengeance disproportionnée. Ils viennent de lui niquer sa life. Les Mexicanos, le cartel là, ils viennent de lui niquer sa life, ils lui ont enlevé tout ce qui lui plaisait dans ce monde alors que justement il revenait de très loin, et non seulement
il se venge par rapport à ça, à ses propres sentiments à lui, mais aussi il débarrasse cette vermine, quoi. Donc il en profite aussi pour débarrasser. C'était cathartique, franchement. Ouais, mais je comprends pas. La thématique, je suis d'accord. Le problème, c'est pas la thématique. Le problème, c'est le traitement. Je trouve que le traitement, déjà, il est un peu tendu idéologiquement. Après, ça dépend de la manière dont tu réceptionnes le film. Mais c'est aussi, je trouve, tendu dans le sens, enfin, pas tendu, mais mal fait, dans le sens où c'est mal raconté et que les enjeux sont, en termes de cinéma, nuls. Et moi, je suis pas d'accord pour dire que Rambo, on doit se satisfaire d'un film série B. Rambo, tu te satisfais pas de ça, tu vois. Ça, c'est autre chose. Comment ça s'insère dans la saga, ça, c'est autre chose. En fait, il y a tout ça. Même dans le cinéma en général, tu vois, c'est un film nul en fait en soi. Il y a tout ça qui rentre en jeu et c'est pas parce que t'es un gros bonhomme vénère qui va buter des Mexicains que ça suffit, non. Le cinéma d'action, le cinéma de genre, c'est pas un truc de bas du front. Donc je suis désolé, mais alors vous pouvez pas aimer John Wick. Mais non, mais John Wick, c'est déjà 1000 fois mieux réalisé. Ah non, je suis déjà rien que ça, tu vois. Effectivement, t'as le droit de trouver divertissant de regarder un nanar. Je suis d'accord. Mais sauf que mettre autant d'argent dans un nanar, faire venir autant de monde dans les salles pour un tel nanar, déjà en termes de réel, c'est aberrant. Il y a d'autres trucs 1000 fois mieux qui sont pas justement produits et tout, quoi. C'est irrespectueux en fait à ce niveau-là. Elle est là la question aussi qu'on se posait justement avec Clément, parce que c'est vrai que nous on n'a pas vu les 4 autres Rambo précédents. Est-ce que sans avoir vu de Rambo, c'est pas ce qui nous a fait apprécier ce film? Est-ce que si on avait vu au moins un Rambo, et notamment le premier qui a le plus marqué et qui inscrit en plus la psychologie du personnage, est-ce que si on avait vu ce film-là, est-ce qu'on aurait moins apprécié le film? Mais c'est sûr que ça doit être un ton en dessous de Non, Rambo, mais c'est même pas ça. Alors, si t'avais vu les autres Rambo sauf le 1, tu aurais pu passer, je pense. Parce qu'en fait, dès Rambo 2, ça commence à partir dans un délire un peu plus violent, même si c'était pas à ce point-là, tu vois. Le 3, je l'ai pas vu, et puis le Rambo 5 était déjà très très brutal, mais avec quand même une tentative de discours, la guerre c'est pas bien. Alors que le premier, c'est pas du tout ça, quoi. Le premier, c'est pas du tout un film brutal, pas du tout. C'est ce qu'on disait dans l'épisode 1. C'est l'histoire d'un mec qui est traumatisé, on le fait chier et il réagit de la seule manière qu'il connaît, c'est-à-dire la violence. Non, c'est pas pareil, parce que là c'est frontal, c'est en mode on va vous montrer des gens qui se font défoncer la gueule, vous allez kiffer de voir du sang. Rambo 1, c'est pas ça, tu vas subir les affres psychologiques d'un mec qui est poursuivi et pourchassé, et tu vas le voir essayer de survivre, alors qu'il est poursuivi par la police qui représente l'ordre, tu vois, qui représente l'État américain, alors que là je trouve que Rambo 5 c'est un gros film réac, quoi. C'est salut, je suis soldat vétéran des États-Unis, je vais niquer les cartels mexicains. Je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment le dernier acte pour moi le gros problème, parce que en soi j'aurais adoré que le film se termine quand tout va mal et que la vieille femme avec qui il vit s'en va et que lui il dit je vais aller vagabonder. Et en fait j'aurais bien aimé qu'il aille vagabonder et que ça refasse une boucle avec le premier Rambo où il est parti comme ça tout seul et voilà. Et ok, je suis d'accord, c'est horrible ce qui lui est arrivé, sa vie elle est détruite à cause des Mexicains, mais est-ce que ça vaut une telle torture? Et je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il les torture. Ok, il leur arrache pas les ongles un par un, mais c'est mort ultra brutale par empalage, effectivement, par explosage de gueule et tout. C'est de la torture. Il n'y a pas de sadisme. Attends, il y en a un, il lui coupe la tête, il laisse le truc en mode tableau, c'est Hannibal Lecter d'un seul coup, Rambo. C'est n'importe quoi. Moi, je l'ai senti dans le sens, c'est pas du sadisme, c'est juste on va direct au but, quoi. C'est ça. C'est pas genre on va te faire un discours de monologue de méchant ou de trucs comme ça pendant 8 siècles et tout avant de mettre une baston dans la tête. Là, Rambo, il est en mode t'es de la vermine, t'es un méchant, je te bute direct, quoi. Donc c'est ultra médical, c'est des frappes médicales pour moi. Il tape là où ça fait mal et là où ça tue. C'est peut-être ça, mais moi c'est là où je suis pas d'accord, c'est sur le sadisme, Je trouve mais alors peut-être que de son point de vue, mais en tout cas vous en tant que spectateur, ce que vous aimez c'est voir le côté un peu créatif de tous ces pièges et tout, et là c'est là que ça me gêne aussi. Oui, c'était rigolo, ça, pour moi je peux pas aimer ça par rapport à comment est construit le film. Ça m'a fait penser à Skyfall, ça. Et puis la façon dont il piège la maison, les tunnels et tout, c'est exactement pareil. Non mais ça j'adorerais ça en soi, mais j'aurais bien aimé voir juste ça alors et pas tout ce qui est avant, parce que pour moi le décalage avec la gravité qui précède, non c'est pas. Moi je sais pas s'il y a du sadisme, je dirais pas ça, mais je crois juste que c'est en termes de contexte en fait, la manière dont ces scènes, quand ces scènes arrivent, ça pourrait être très marrant ou très jouissif si c'était mieux raconté ou s'il y avait quelque chose, des enjeux qui étaient plus malin, quoi. Là moi j'ai l'impression que c'est complaisant, c'est de la violence pour la violence. Là c'est plus pour moi de la violence gratuite que dans John Wick, tu vois. C'est ouf. Le débat sur la violence, le débat sur Rambo, ça t'a donné envie, toi, Johanna, de voir ce film? Toi qui l'as toujours pas vu ou... le verra pas. J'y vais demain. Écoute, oui, ça m'a donné envie à cause du débat que vous avez eu sur la violence. J'ai envie de me faire mon propre avis, mais ça attendra Canal+. Ok, très bien. Bon, on va clore le débat. On pourrait en dire encore beaucoup sur Rambo. D'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Peut-être qu'il y aura un Rambo 6.
Hein. Bah, ça dépend comment on interprète la fin. Oh, au bout d'un moment, il pourra plus bouger, Stallone. Ah, les rocking chairs, c'est confortable. Mais si on devait résumer ça dans une note, et notamment une note BDR, le BDR étant le bout du rouleau ici à Fetabea, c'est notre manière de noter. Quelle note lui donneriez-vous? Toi, Kevin, allez, on commence par toi. Moi, je donnerais la note de série BDR. Oh, bien joué. C'est-à-dire que c'est un film que je n'ai pas aimé. Après, on en a beaucoup parlé, mais il m'a pas non plus choqué au point que j'ai envie d'en reparler. On en parlera plus, promis. Je pense que on s'en fout, quoi. Voilà. Clémence. GMBDR, gros malaise BDR. Aïe. Malaise. Moi, c'est un truc rigolo au début du film, c'est qu'il y a une scène d'ouragan et en fait, Rambo, il va aider des gens à sortir de l'ouragan et il y a un flic qui dit il y a un bénévole à cheval. Et en fait, ça m'a trop fait rire. C'est génial. Le bénévole à cheval, Last Blood. C'est juste ce truc. Du coup, je suis bénévole à cheval BDR. Ok. Et toi, Romain? Moi, c'était l'épisode après notre épisode 20, hein, spécial vin rouge. J'étais GDBDR. Voilà. GDBDR. GDBDR, gueule de bois, bout du rouleau. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier cette bonne bouillasse. Bon non, mais on va pas se mentir, c'est pas non plus non, c'est sûr. C'est pas non plus techniquement et artistiquement le film du siècle. Aimer une douille. Aimer une douille, c'est exactement ça qui nous est arrivé. On a aimé une douille. Il est possible d'aimer les douilles, qu'elles soient mexicaines ou pas, aimer les douilles d'où qu'elles viennent. Daniel Balavoine. Et je pense que sur ce message préventif plein de sens, il est temps de se dire au revoir. Au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Voilà, la BA d'aujourd'hui était donc Atlantique de Matty Diop qu'on s'empressera d'aller voir dès le 2 octobre en salle. On est revenu sur Rambo et sa violence et son appréciation de la violence ici à Fetabea qui n'a pas été la même. Et en parlant de violence, pour vous teaser le prochain film, qu'en est-il de la violence de ce fameux clown? Et par ce fameux clown, je parle pas de ça parce que ça, c'est déjà quelque chose de fait. Non, je parle de l'autre clown, celui qui est prévu et celui qui a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et ce clown qui fait polémique avec sa violence. Je parle bien sûr de Joker, le terrible ennemi numéro 1 de la chauve-souris. On a beaucoup d'attentes autour de ce film, je crois. Total SDA. Ouais. SDA possible, ouais. SDA possible, SDA, on le rappelle, étant le syndrome de l'attente qui monte ici beaucoup à Fetabea depuis quelques mois déjà. Hein. Plus on en parle et plus on a envie de le voir. Et ça tombe bien, avant de le voir, on se démontera sa BA et on se fera un film autour de celle-là. Avant de vous quitter, j'aimerais qu'on rappelle évidemment, vous le savez déjà, les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot ou si vous voulez débattre d'un film ou si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous répondre. Sur Alice Guy. Les plateformes d'écoute, hein, on va pas vous les redire, vous les connaissez déjà. Il y a Spotify, il y a SoundCloud, il y a Deezer. Et puis ils sont dessus en fait là actuellement. Voilà, oui, c'est cette plateforme de laquelle vous nous écoutez. Hein, quelle est-elle? Répondez-nous. Et peut-être Apple Podcast. Et dans ce cas-là, mon petit ami, n'hésite pas à mettre une petite note. Ouais. T'as des étoiles qui sont proposées là, mais une petite note, ça nous intéresserait nous de savoir ce que tu penses de notre podcast. Mais un petit avis aussi dans ce cas-là, mais un petit commentaire. Voilà, hésite pas. C'est trop flippant. Hésite pas, mon petit. Fais-le. Bon, allez, en attendant de voir Atlantique, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Nous aussi on te la souhaite. Dans les salles obscures, au travail, amusez-vous bien. Aimez-vous les uns les autres, comme disait l'autre. Et je vous dis à tous au revoir. Au revoir. Salut. Shoshana! Aimez-vous les
uns les autres, comme disait l'autre.